Bonjour tout le monde, bienvenue au Dans l'Enclave podcast, le podcast 100% hockey qui te permet de propulser ta game à un autre niveau. Cette semaine, on a reçu Sébastien Lagrange qui est un préparateur physique et qui est surtout le préparateur physique de beaucoup de joueurs pro, dont Pierre-Luc Dubois, les frères Joseph, il a déjà entraîné Max Pacioretty, Alex Killorn. Yes. On a parlé, là, c'était pour une discussion tellement incroyable, tant pour nous autres que pour les préparateurs physiques, mais aussi pour les jeunes. On a parlé de comment que lui, ça se passe, son camp, pendant son off-season avec ses joueurs, qu'est-ce qu'il fait, comment est-ce que sa vision des choses, comment est-ce que lui travaille avec eux, que ce soit des joueurs Pee-Wee ou des joueurs NHL, LHJMQ. L'expérience de Pierre-Luc Dubois, c'est comment il a passé de 160 livres à 220 livres, puis qu'il est aujourd'hui ultra rapide. Il y a tellement d'affaires de ce podcast-là, j'ai l'impression que supplémentation. On dirait que ça a passé 3 heures. Mais c'était juste 1h30. Fait que, voilà. Puis juste avant de vous laisser écouter l'épisode, n'oubliez pas d'aller voir notre page Patreon où ce qu'on met du contenu pour les joueurs de hockey et vous avez accès aux épisodes avant tout le monde, que ce soit audio ou vidéo. Donc, bonne écoute. On est prête? Sure. C'est parti? Parti? Super. Merci d'être ici, mon gars. Yes. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. On est vraiment content de te recevoir ici au podcast quand même. T'es pas que t'es pas un gros nom, mais t'es un gros nom dans l'industrie du hockey. Fait que c'est vraiment nice de pouvoir que les jeunes puissent avoir toi comme voix sur le podcast. Si tu peux commencer un peu avec ton parcours sportif, tu sais, je sais que tu as joué au hockey quand même jusqu'à junior, fait qu'on peut commencer par ton parcours. Ouais, j'ai pas été un joueur de hockey exceptionnel. J'ai toujours été entre les WB, AA, j'ai cheminé Pee-Wee, Bantam, Midget 2A première année, je suis allé aux États-Unis par la suite au New Hampshire Junior A pour revenir après ça dans le Junior 3 puis finir dans le collégial 3, fait qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Ouais. Mais ce parcours-là, ça m'a aidé par la suite à comprendre, quand on entraîne un joueur de hockey, la saison. Comment ça marche. Comprendre le joueur que des fois, là, c'est bien beau, dans un livre, il faut que tu fasses tel entraînement, tel volume, périodisation, mais des fois, qu'est-ce qui est dans le livre, tu peux pas nécessairement tout le temps appliquer sur le terrain. Parce qu'il faut que tu comprennes que les joueurs, ils ont le stress des games de hockey. Fait que moi, mon parcours, ça m'a aidé à comprendre les joueurs de hockey. Puis souvent, quand tu te spécialises dans un sport, ça l'aide beaucoup que tu aies joué ce sport-là. Tu comprends les joueurs. Ah oui, j'ai été là, je comprends. Tu as joué hier, tu es allé à Amos, tu es allé à Québec, la route, c'est stressant. Fait, je pense que mon parcours a vraiment aidé, mais j'ai jamais été le joueur exceptionnel. Puis c'est là que j'ai tombé aussi en amour avec l'entraînement, parce que l'entraînement m'a permis d'aller dans les rangs comme ça, collégial 3, qui pour moi, j'aurais pas été capable de me rendre là sans l'entraînement parce que j'avais pas les habiletés. Là. J'étais très vite sur la glace, mais habileté, finesse, là, je demandais à chaque Noël d'avoir des mains. Mais le Père Noël m'a jamais amené à Noël cette paire de mains-là encore. Fait que c'est ça. T'étais quelle position? Défenseur. Défenseur. Ouais. T'étais-tu plus offensif, défensif? Très défensif. Souvent, Perry avec le défenseur qui était celui qui allait à l'attaque toujours, j'étais en arrière. Celui qui finissait la mise en échec, les block shots, le piqué. Celui qui... C'est ça. Fait que j'étais très bon pour ces petites affaires-là, les petits détails, là, mais tout ce qui est finesse, tout ça, là, malheureusement, là, c'était... C'était pas... oh non! Tu as commencé à t'entraîner au fil des années quand tu jouais? Écoute, j'ai commencé à m'entraîner. Dans le temps, il y avait des spéciaux là, à 99 $, 3 mois pour les étudiants énergie cardio. Fait que j'ai commencé, j'avais, je pense, 15-16 ans. Les premières étés, mais je savais pas ce que je faisais. J'allais là, ils sortaient un programme du comptoir. Ah, un jeune pour toi, c'est ça. Fait que je faisais des machines, rien fancy. Ma première vraie été, c'est quand j'ai eu 17 ans. Ma première année que je suis allé jouer au New Hampshire, c'est là que j'ai rencontré Marc Lambert, qui était mon préparateur physique, qui est aujourd'hui, là, comme on parlera aujourd'hui dans le podcast, que mon patron puis le propriétaire d'Accélération. Puis c'est vraiment avec lui que j'ai réalisé comme, c'est quoi que je faisais les dernières années, là, c'était un petit peu tout croche, là, énergie cardio. Puis comparativement à entraîner un monsieur, madame, tout le monde, là, c'est vraiment la première fois que quelqu'un m'entraînait comme un joueur de hockey. Puis c'est là que j'ai vraiment, là, ça m'a ouvert la vision, j'ai fait, wow! J'ai tombé en amour avec l'entraînement, j'aimais ça. Fait que c'est vraiment à partir de 17 ans que j'ai commencé à m'entraîner sérieusement. Puis c'est à partir de cet été-là que je regardais sur la glace, c'est comme, wow, à quel point l'entraînement peut t'amener à un autre niveau. Là. On oublie les habiletés puis les skills que tu as, mais je parle de l'entraînement physique, comment tu peux être plus rapide sur la glace. Puis là, ça me posait des questions. Mais là, j'ai pris 15 livres cet été-là. Pourtant, je devrais être plus slow sur la glace, j'étais plus vite.
Fait que là, ça me posait plein de questions. Fait que c'est là que j'ai commencé à combiner les deux, puis c'est comme ça que j'ai tombé dans l'amour de l'entraînement. Puis après ça, tu as décidé d'aller étudier là-dedans? Oui, c'est ça. Ça s'est fait pas mal vite. En 2011, je m'en allais jouer universitaire dans les Maritimes pour commencer la kinésiologie. Mais en 2011, c'est là que Marc Lambert a eu son contrat avec le Lightning de Tampa Bay. Puis dans ce temps-là, son assistant, qui s'appelait Olivier Lamoureux, est parti à Dubaï ouvrir son gym. Fait que Marc est tombé, c'est quoi l'option? Fait qu'il m'a offert tout de suite, en 2011, de diriger un gym, de prendre tous ses contrats. Fait que là, c'était, OK, est-ce que je dis adieu au hockey? Est-ce que je commence tout ce qui est professionnel à 21 ans? T'aimes tellement le hockey que tu te poses en question. Mais j'ai dit, je vais le faire là. T'avais quel âge à ce moment-là? Je viens de tourner 20 ans. 20 ans. Fait que je viens de finir ma dernière année junior. Là, T'avais déjà commencé la kin? J'avais commencé à faire des formations avant avec Polyké. OK. Pendant ma dernière année junior. Fait qu'avec Marc, on était allé dans le Rhode Island, le PICP 1, 2, 3 qu'on avait fait. C'était très à la mode dans ce temps-là, avant que tout change. Puis c'est ça, fait que je m'en allais universitaire. Puis l'entente, c'est que j'allais travailler avec lui l'été, mais finalement, du jour au lendemain, OK, on a appliqué à l'UQAM, on rentre en kinésiologie au septembre, on dirige un gym en même temps qu'on est aux études, un contrat avec les Foreurs de Val-d'Or, les mardis, on prend l'avion à Dorval, à Québec, on revient le soir, le lendemain, c'est un cours, donc c'était toute cette gestion-là que d'un coup, c'est « Oh, wow, OK ». T'sais, ça commence pour de vrai. Fait que, au début, je me posais la question, j'ai-tu fait le bon choix? Mais 5 ans plus tard, c'était le bon choix que j'ai fait. Ouais. C'est ça. Puis là, t'es rendu en... Tu fais ton doctorat? Oui, c'est ça. J'ai terminé mon bac, la maîtrise en 2017, j'ai terminé. Puis je suis en train de terminer mon doctorat, il me reste 1 an à l'UQAM. Là, tu peux-tu nous parler un peu, mettons, là, de ce que tu as fait pendant ta maîtrise comme test? Qu'est-ce que tu as essayé de prouver ou découvrir? OK. Mais comme le sujet de ma maîtrise... Ouais, mettons ton sujet. Mais mon sujet, moi, c'est l'entraînement d'avant-match. L'entraînement d'avant-match, c'est un entraînement qu'on fait quelques heures avant une partie de hockey. Puis ça, c'est un sujet qui m'intéresse depuis que je m'entraîne parce que Marc Lambert, je m'en rappelle, j'avais ma dernière année collégiale. Un moment donné, il me dit « Ouais, c'est difficile de te plugger des séances d'entraînement pendant la saison parce que souvent, tu joues à Québec, tu joues à Amos, tu te promènes, tu as 4 pratiques semaine. » Fait qu'à un moment donné, mettre 2 séances de 30-45 minutes juste pour maintenir ta masse musculaire, prévenir les blessures, tout ça, ça devient difficile. Fait que j'étais rendu à un point qui m'a fait « Tu t'attends-tu d'essayer un entraînement d'avant-match? » Déjà que j'aimais m'entraîner, je dis « Ah, why not? » T'sais. Fait que nous, d'habitude, les dimanches à Saint-Laurent, on jouait à la maison, je pense que c'était 3h30. Fait que je me pointais, moi, dans ce temps-là, au Monster Gym, dans les alentours de 10h. Puis ça commençait, un exemple d'entraînement vers la fin, le volume était très élevé, mais on avait l'activation comme classique, là, que Québec fait, les exercices balistiques, tout ça. Par la suite, on avait souvent quelques sauts de pliométrie, toujours en bas de 6 répétitions pour pas qu'il y ait trop de fatigue musculaire, puis on s'en allait dans de l'haltérophilie. Puis des fois, on finissait même avec des squats de 3 à 5 RM extrêmement pesants. Puis après ça, le pâté chinois au Monster Gym, c'était incroyable. Je me préparais. Donc, c'était une routine d'avant-match. Je me rendais à ma game. Puis là, j'embarquais sur la glace. Puis là, tout de suite, c'est wow. Je poussais dans la glace, puis je disais, je me sens déjà plus vite. C'est comme si d'habitude, les joueurs de hockey, on a tendance à construire notre partie, si on veut, en première période. Tu fais des chiffres courts, puis là, tu bâtis là-dessus des bonnes présences pour remonter ton estime de soi. Mais là, c'était comme si mon premier chiffre, c'est déjà, je suis en deuxième période. Fait que là, c'est là qu'à cause de ces expériences-là, j'ai commencé à appliquer ça dans mon bac avec des joueurs juniors majeurs. Quand j'étais avec les Foreurs de Val-d'Or, puis quand j'ai terminé aussi mon dernier contrat de 6 ans avec les Screaming Eagles du Cap-Breton. Puis à chaque joueur que je le faisais, c'est devenu des routines aussi. Parce qu'eux aussi, il y avait des progrès, puis ils le voyaient tout de suite. Mais, d'un autre sens, ça m'est déjà arrivé que je prenais des crampes musculaires après une période. J'étais même pas capable de finir ma partie de hockey. Fait que c'est pour ça que ma maîtrise, j'ai voulu faire là-dessus pour comprendre, OK, ça peut marcher, mais ça peut te nuire aussi. Pourquoi ça peut marcher, mais pourquoi ça peut pas marcher? Fait que c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là. Fait que ma maîtrise, ce que c'était de démontrer ou d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait si on faisait un entraînement 6 heures avant une partie de hockey, mais que moi, c'était pas une partie de hockey, c'était des tests qui représentait un chiffre d'hockey. Donc, c'était 9 sprints de 40 mètres.
Donc, c'était principalement un entraînement contraste qu'on faisait. Donc, dans ma maîtrise, c'était des inertia back squat. Donc, où on arrête sur les pins de sécurité pendant 2 secondes et on avait un tempo en X. Donc, on voulait exploser le plus vite possible. J'utilisais ça parce que souvent, avec les joueurs de hockey, un full range back squat, des fois, les hanches sont extrêmement stiff puis bas du dos. Puis moi, je voulais chercher une charge très pesante. Donc, on parlait d'un 5 RM. Fait que côté sécurité, c'est pour ça que j'allais chercher un inertia back squat. Puis le contrast, où il y en a qui appellent le complex training, c'est que le superset avec un exercice qui va solliciter le même groupe musculaire, donc le squat jump, mais pliométrique. Donc on parle de quelque chose de très pesant à quelque chose d'extrêmement léger, le contraste, lourd, léger. Puis c'est probablement la méthode qui permet, qu'on appelle, d'augmenter la potentialisation le plus possible. Donc, on avait fait ça de même pour faire les tests par la suite sur 41 joueurs de hockey. Donc, on avait les Scream Eagles du Cabreton qu'on a testé, puis le Midget 3 des Grenadiers du Châteauguay dans le temps. Donc, ça ressemblait à ça. Donc, les tests, les résultats, c'est extrêmement prometteur. Quand on a fait ça, on a remarqué que les sauts en longueur, on faisait les sauts en longueur, les sauts verticales, on prenait le poids, la grandeur, toutes les mesures anthropométriques, comme n'importe quelle recherche scientifique. Puis on faisait les sprints sur glace avec les fréquences cardiaques, lactate, etc. Mais les données qui ont ressorti, c'est que le saut en longueur a augmenté en moyenne de 11 cm. Donc, significativement parlant, avec les logiciels de statistiques, c'était pas significatif. Mais si on se met sur le terrain, un préparateur physique, j'augmente de 11 cm un saut vertical, juste en faisant un entraînement à l'avant-match, puis on sait que le saut vertical, ou le saut horizontal, c'est un test prédicteur de la vitesse. C'est pour ça que les préparateurs physiques dans la NHL Combine, ils regardent ces sauts-là. Puis par la suite, on a aussi remarqué la vitesse de sprint sur les 9 fois 40 mètres, qu'en moyenne, on avait diminué le temps de 5,5 secondes sur la distance totale des 9 fois 40 mètres. Puis aussi, la vitesse, donc mètres par seconde, on augmentait à environ de 0,5 mètres par seconde par sprint de 40 mètres. Donc, c'est énorme. Ça paraît des petits chiffres, mais on parle peut-être d'une palette de hockey plus vite. Donc, ça veut dire que tu arrives sur la rondelle avant l'adversaire. Donc, bataille au contre un, tu es avant lui sur la rondelle. Puis, on s'entend qu'une partie de hockey, si tu as la possession de la rondelle, il n'y a aucune chance que tu te fasses scorer un but. Exact. Fait que... Puis ça s'est-tu rendu jusque dans la Ligue nationale, mettons, avec Marc? Vu que... Ça, c'est des méthodes d'entraînement qu'on utilise avec des joueurs de Ligue nationale. Marc l'utilise cette année, il le fait beaucoup on l'a fait avec Gabriel Fortier, qui est avec les Syracuse. Stamkos se faisait l'année passée avec des trap bar deadlift. Donc, il est allé, je pense, si je me rappelle bien, jusqu'à 500 livres, 3 répétitions, on a beaucoup de temps de repos dans le même principe. Si vous voulez, on parlera des protocoles plus tard. Là. Mais Edmund, je pense qu'il en faisait. Dans le temps, on avait aussi, avant, quand Souster jouait à Tampa, André Souster faisait des inertia back squat. Mais encore là, c'est une méthode un peu essai-erreur. Okay? Donc, c'est pour ça que je continue mon doctorat là-dessus, parce qu'il y a encore des questionnements là-dessus. Ça marche comme ça peut ne pas marcher. Puis, le volume, les paramètres d'entraînement qu'on utilise avec une personne, il faut vraiment bien les connaître. Il faut connaître notre athlète avant d'appliquer ça, parce qu'on le sait déjà à vue d'œil, lui, ça va marcher, lui, ça ne marchera pas. Pourquoi? Mettons, qu'est-ce qui fait qu'à l'œil, tu vas dire, ouais, lui, ça marcherait pas? Mais, premièrement, on sait que si tu t'es jamais entraîné, c'est sûr que ça ne marchera pas parce que tu vas avoir une fatigue causée par l'entraînement. Quand tu es quelqu'un que ça fait 3 à 5 ans qui a une expérience d'entraînement, ton système nerveux est habitué d'avoir un stress plus élevé. Donc, tu récupères de ces stress-là que moi, j'appelle les entraînements. Comme des stress dans la vie de tous les jours. Là. Un stress, ça peut être à la job, à la maison, avec ta blonde, tout ça. Donc, c'est des stress. Puis plus on habitue notre corps à ces stress-là, c'est pour ça qu'on appelle ça en entraînement le progressive overload, que ton corps est capable d'en prendre plus. Fait que ceux qui sont plus entraînés sont capables de récupérer plus vite, sont plus résistants à cette fatigue-là. Fait que ce qui arrive, c'est quand tu es plus résistant à ces fatigues-là, c'est que les effets de la potentialisation, qu'on appelle le PAP, je ne veux pas rentrer trop en détail, mais ça fait que ces effets-là de potentialisateurs vont rester élevés pendant que l'effet de la fatigue elle se dissipe. Fait que ça fait qu'on a une performance 6 heures plus tard avec ces individus-là. Fait qu'on peut parler des fibres rapides, les athlètes qui s'entraînent depuis plusieurs années, plus de masse musculaire, ils s'entraînent en explosion, donc que ce soit le hockey, le football, les sports d'explosion, ils ont des fibres rapides plus élevées. Puis dans les fibres rapides, il y a une densité plus élevée des pompes Na+, K+. Puis je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Là. Vous allez voir le mémoire en gogo, une petite lecture de chevet. Ça vous endormira bien. Là. 118 pages. Ah oui, c'est bon ça.
Mais en tout cas, fait que, c'est ça. Mais il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que ça. Puis la première, c'est celui-là. Fait que quand tu vois quelqu'un qui rentre, ça fait longtemps que tu l'entraînes, tu peux savoir, lui, il va bien répondre, lui, il répondra pas bien. Fait que un jeune de 14 ans, tu ferais pas ça? Non, mais la potentialisation, par contre, ça peut marcher avec la pliométrie seulement. C'est pour ça qu'il y a plusieurs protocoles. Fait que faire une activation, on va dire, là, un jeune de 14 ans, il joue à Trois-Rivières. En plein milieu, c'est 3 heures de route si on parle pour Montréal. En plein milieu du trajet, on décide d'arrêter l'autobus, s'en va dans un parking, font une activation. L'activation, c'est high knees, talons-fesses, carioca, le classique pour joueurs de hockey. Mais ce réchauffement-là peut créer cette potentialisation-là pendant 30 minutes. Fait que c'est une des raisons pourquoi on fait un réchauffement avant d'embarquer sur la glace. Okay? Donc déjà là, on peut savoir avec ces jeunes-là, si on le fait la journée même, puis ils donnent des feedbacks. « Ah, je me sentais pas bien. » Ça ne marchera pas avec lui. Puis là, si ça marche bien, mais OK, parfait, on va aller investiguer. On va aller augmenter le volume. On va essayer de rajouter des sauts de pliométrie en plus de l'activation. Ça marche bien, parfait, on va aller dans le gym maintenant, on va essayer. Fait que tu montes tranquillement ton volume comme ça. Puis c'est sûr que quand on va chercher des charges à 5 ARM, 3 ARM, pesant des squats, mais il y a l'effet neural. Puis c'est ça qui m'intéresse, parce que là, je parlais du réchauffement dure 30 minutes, mais un effet neural peut durer jusqu'à 24 heures. 48 heures. Fait que ça veut dire que si tu vas chercher des grosses charges comme ça, ces effets-là durent extrêmement longtemps. Puis c'est ça qui m'intéresse. C'est d'avoir, OK, ça fait pas de sens. Pourquoi si je lève vraiment pesant comme ça, je devrais être fatigué, j'ai des meilleurs sauts verticales, sauts en longueur, je patine plus vite sur la glace, 6 heures, 8 heures plus tard, ou même le lendemain de cet entraînement-là. Puis c'est des recherches qui sortent de plus en plus. Tukos, en 2018, a sorti ça en faisant seulement 4 séries de 6 répétitions de back squat avec 40% de la charge. C'est comme un exercice pliométrique, mais avec la charge. Puis ces effets-là duraient jusqu'au lendemain. Fait que c'est ça qui est intéressant. Ouais. Puis pendant ton doctorat, tu as repris un peu ton sujet de maîtrise. Ouais. Tu l'as modifié un peu. Oui. Donc, doctorat, ce qui est arrivé, c'est que la maîtrise, c'est mon premier initiation à la recherche. On fait des erreurs, on fait des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû faire. Puis c'est pas nécessairement que j'ai fait des erreurs, mais là, j'ai testé 41 joueurs sur 6 heures avant une partie de hockey. Donc là, mon questionnement, c'est OK, ça marche 6 heures, mais est-ce que ça peut marcher 4 heures avant? Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé avec mon doctorat. Premièrement, c'est pas la même clientèle. On est allé chercher quasiment juste des joueurs qui sont fin de carrière junior professionnelle, tout repêché. Donc, le niveau est beaucoup plus élevé. On a changé les tests sur la glace. On parle d'un Peterson sur glace à place de des sprints répétés. Mais on parle vraiment là, de regarder OK, la différence entre deux fenêtres. Je m'entraîne 4 heures ou 6 heures. Est-ce qu'il y a une différence? Parce que là, après ça, si on est capable de voir OK, 4 heures, ça marche aussi. OK, est-ce que je peux m'entraîner vraiment quand j'arrive à l'aréna, je m'en faire une couple de séries d'haltérophilie, j'embarque pour mon warm-up, puis ça marche pas, mais là, OK, peut-être le prochain qui va vouloir continuer la recherche, on devrait essayer peut-être 8 heures ou 10 heures avant pour voir qu'est-ce que ça fait. Fait que c'est vraiment là-dedans le doctorat est. Puis mon doctorat, moi, ce que je réalise de plus en plus, en tant que préparateur physique, on est appelé comme un strength coach. Ça le dit dans mon titre, strength coach. On est bien gros axé sur la force. Sauf que le problème, c'est qu'avec les joueurs de hockey, souvent, on va dire, toi, Phil, t'es rendu à faire un squat de 300 livres. T'aurais pu mettre un peu plus quand même. Non, mais je trouvais qu'il y en était beaucoup. Je veux pas que ceux qui vont écouter ça, il y ait trop d'attente quand ils vont te voir dans l'entraînement. Okay? Ce qui est quand même très bien par rapport, on va dire, ton poids corporel, tu fais 1,5 fois ton poids. Fait que ta force relative est quand même très bonne pour un joueur de hockey. Donc, moi, en tant que préparateur physique, à un moment donné, c'est quoi le risk-reward de t'amener à faire 400 livres sur un back squat quand le hockey, c'est un sport de vitesse. Puis là, c'est là que j'ai tombé un peu là, dans le RFD, le Rate of Force Development. Donc, en français, c'est le taux de force de développement, je pense. Donc, c'est vraiment le fait de pouvoir déployer la force qu'on a été entraîné le plus rapidement possible. Puis c'est là que quand j'ai commencé à lire les livres, que le hockey, on s'entend que c'est un sport où que la lame de patin reste sur la glace moins de 300 millièmes de seconde. Donc, c'est extrêmement vite. Puis pour déployer de la force maximale, ça prend plus d'1 seconde. Fait que si je t'amène à faire 400 livres, si tu serais un joueur de football ligne offensive, tu aurais le temps. Tu bloques ton joueur, tu as 1 seconde pour utiliser cette force-là maximale. Un joueur de hockey, à un moment donné, ça sert à rien. Parce qu'il ne peut pas utiliser cette force maximale-là. Fait que c'est là qu'on s'en va vers les entraînements contrastes, des choses comme ça. Parce qu'on a besoin d'être capable d'augmenter ce RFD-là. Déployer ta force le plus vite possible.
Fait que c'est pour ça que quand j'ai tombé avec ça, là, je me dis, parfait, dans mon doctorat, je vais me concentrer sur des tests qui mesurent ça. Fait que l'indice de force réactive, des drop jump, plus qu'est-ce qui va aller chercher le système nerveux, neuromusculaire, etc. Fait que tu vas essayer d'aller, mettons, chercher une certaine force chez le joueur, mais à un moment donné, tu vas... La force, c'est la base de n'importe quelle fondation. Okay? C'est avant de mettre un toit, il faut que tu fasses la base. Puis un jeune qui commence à s'entraîner, on se concentre toujours sur la masse musculaire, la force en premier. C'est sûr à 100%. Sauf quand le jeune va avoir 5-6 ans d'années d'expérience, sérieusement, qui suit avec un préparateur physique, qui a fait les bonnes méthodes, puis que la progression a été vraiment intacte. Mais ce jeune-là, à un moment donné, il va être rendu à 19-20 ans, mais si on parle d'un joueur de hockey, il devrait arriver au point où que, là, il va falloir qu'il se concentre sur autre chose. Fait que quand on parle d'un joueur de hockey qui vient nous voir l'été, quand il est jeune, les 3 priorités, force, masse musculaire, le cardio. Mais ces priorités-là, en vieillissant, vont changer. À un moment donné, ça va être la vitesse, la mobilité, le cardio. Parce que là, à un moment donné, quand tu arrives à un joueur, tu pèses 220 livres, ta force, tu es rendu à quasiment 1,5 à 2 fois le poids de ton corps que tu lèves dans l'élevé. En tant que joueur de hockey, ça vaut plus la peine de monter au-dessus de ça. Okay. C'est un peu ce que vous avez fait avec Pierre-Luc Dubois. Exact, vous l'avez pris sous votre aile quand même très tôt. Oui. Fait que vous avez focusé sur la masse musculaire, la force, puis ensuite... Oui, c'est parce qu'il était 160 livres en 2014 et il est 220. Ouais. Moi, ce que je veux comprendre, c'est comment il fait pour être plus rapide. Parce que si on prend juste l'exemple de là, Kotkaniemi, ils disent qu'il a pris 15 livres, il le trouve plus lent. Lui, il en a pris 60, il ne l'est pas. Comment il fait pour être plus rapide à 220 livres, puis c'est solide, 220 livres. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours se battre avec nos joueurs professionnels qui viennent la première année. Mais là, moi, je ne vais pas prendre du poids. Je vais être plus lent sur la glace. Fait que c'est toujours de les sécuriser au début, inquiète-toi pas. Puis quand ils voient après ça par eux-mêmes qu'est-ce qui se passe, la deuxième été qui vient avec nous, là, c'est comme donne-moi 20 livres, je suis plus vite, j'en veux d'autres. Ouais. Mais la première année, là, c'est les mentalités où que même les jeunes de 14 ans, quand les parents viennent nous voir, ah non, faut pas que ce soit trop gros, faut être plus vite. Mais il faut comprendre que quand on parle de prendre du poids, c'est pas du gras. Le muscle est très utile. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que le muscle est capable de générer de la puissance. Fait que tu es capable d'être plus vite sur la glace. Donc, c'est pour ça que le poids, c'est important de prendre tout ce qui est composition corporelle, le pourcentage de gras quand il monte. Mais si on est capable d'augmenter la masse musculaire, dans la physique, là, la force est égale à la masse fois l'accélération. Là, c'est la base de l'entraînement. Donc, si j'augmente la masse musculaire, sa force augmente, c'est sûr que son accélération va augmenter sur la glace. Ouais. Fait que c'est aussi simple que ça. Avec ce qu'on a fait avec Pierre-Luc, c'est un très bon exemple. Ça, ouais. Parce que lui, il est arrivé à 14 ans, puis c'est sûr que il a la croissance, fait que c'est pas toute de la masse musculaire, mais effectivement, il y a des étés qui prenaient 20 livres, tu sais. Quand même. Ouais, fait que, au début, c'est sûr que nos priorités, c'était la masse musculaire, la force. Si on s'entend qu'un été de hockey, c'est quoi? Si t'es chanceux, t'as 12 semaines. Oui, c'est ça. Si on est chanceux, on a 12 semaines. Son année de repêchage, on a comme 8 semaines, même pas 6 d'un fois. Un mois et demi. Ouais, fait que c'est pas ces étés-là qui sont les plus phénoménales, avec n'importe quel jeune, parce qu'il y a beaucoup de voyagements, les camps au Team Canada, etc., le Rookie Camp, c'est la meilleure été au niveau d'expérience du jeune. C'est incroyable. Le rêve devient réalité. Mm-hmm. Mais comme préparateur physique, quand tu fais ta périodisation, c'est un cauchemar. Tu essaies de... OK, il faut que j'applique ça. Oh, non, je ne serai pas capable. Il y a une semaine là, il y a une semaine ici, il y a 5 jours. C'est all over the place. Mais avec lui, c'est vraiment un bon exemple parce que c'est ça. On a commencé avec force, masse musculaire. Puis là, il s'en vient un joueur établi. Premier centre à Columbus. Au niveau de son poids, maturité, qui est rendu physiquement à son poids pour jouer à 220 livres, à 6,2 ou 6,3, je ne me rappelle plus. Donc là, nos priorités, c'est pas nécessairement de prendre la masse musculaire. C'est sûr quand il revient avec nous l'été, donc si je parle l'été passé, qui vient juste de passer, il est revenu peut-être à 212. Fait que, il retourne à 220, il en perd un peu pendant l'année, mais on va jamais remonter plus que ça. Puis à un moment donné, de toute façon, génétiquement, on a un plateau aussi. T'sais. Mais c'est sûr que notre but, c'est plus d'utiliser ces méthodes-là, c'est vraiment d'aller chercher la vitesse. De garder la mobilité. Parce que quand on vieillit, les jeunes, ils arrivent, ils se mettent 225 livres, pas de réchauffement, ils font des squats. Tu vas voir que quand tu regardes un jeune de 25-26 ans, mais il connaît son corps. Il faut qu'il fasse beaucoup plus de réchauffement avant d'aller en dessous d'abord. Fait que c'est plus l'entretien du corps, parce que la machine, elle devient fatiguée avec tout le nombre de matchs qu'il y a, etc. Je sais pas si tu as écouté la game hier. Ils ont gagné en OT.
Puis je regardais ça, là, protection de rondelle, il était à ligne bleue. Protection de rondelle incroyable, 2-3 coups de patin, mais il a shifté le défenseur, fait la passe. Puis... Ça a toujours été sa force, sa protection de rondelle, même quand il était avec les Screaming Eagles du Cap-Breton. Puis on attend de plus en plus de joueurs dans la Ligue nationale quand ils nous parlent, comme quoi Pierre-Luc Dubois, c'est probablement le meilleur pour protéger la rondelle. Surtout parce qu'il est tellement fort physiquement que c'est quasiment impossible. T'sais, c'est un gros bonhomme, mais en plus de ça, c'est pas juste un gros bonhomme. Il est bon au hockey, puis il est vite. Fait qu'il y a encore le potentiel. Puis les prochaines étés, c'est juste ça qu'on va se concentrer, c'est la vitesse. Puis aussi, maintenant, on se concentre sur le cardio parce qu'on sait que c'est un joueur maintenant de première ligne, un peu comme Samuel Girard qu'on entraîne. C'est des joueurs qui sont établis. Puis quand les joueurs sont établis, on les entraîne par rapport à ce qu'ils vont faire sur la glace. Fait qu'une présence sur deux, ils doivent être capables de répéter ça continuellement. Ouais. Fait que ça change aussi leur entraînement. Puis comment tu le rends plus vite? Parce que c'est une chose de prendre du muscle, mais il faut que ça se transfère. Ouais. C'est pas juste de prendre du muscle, puis là, je me rends au camp. Puis... Mais c'est assez facile, honnêtement. Les préparateurs physiques connaissent pas mal tout ça. Nous, on a 12 semaines dans l'été avec eux. Je sais pas si vous voulez que je parle un peu de comment un entraînement typique avec nous, ça marche. Absolument. Vas-y. Ouais. OK. Mais principalement, c'est que le joueur va arriver. Chez nous, dépendamment quand la saison finit, on leur donne entre 2 et 4 semaines de repos, dépendamment le niveau qu'ils sont, parce que c'est plus au niveau psychologique qu'il y a un congé. Par la suite, ils vont avoir une évaluation avec notre physiothérapeute pour voir toutes les faiblesses musculaires. Nous, on va faire une évaluation aussi pour voir, pour commencer les premières phases, plus réadaptation, savoir quel muscle il faut renforcer, parce que veut pas, ils font toujours le même mouvement continuellement dans le gym. Puis une de nos philosophies, c'est pas de rendre un joueur de hockey meilleur dans le gym. Nous, c'est de rendre ce joueur-là un meilleur athlète. Fait que nous, notre philosophie, on est un peu contre tout ce qui est essayer de faire, recréer ce qui est sur la glace. Si tu veux être un meilleur joueur de hockey, va sur la glace. T'sais, nous, on essaye de faire le contraire. Tu as tellement fait le même mouvement pendant l'année, pourquoi je voudrais continuer à faire ces mouvements-là unilatérales, équilibre, tout ça sur des ballons, stick and link, quand tu le fais tout pendant toute l'année. Fait que ça commence comme ça notre été, puis si on a 12 semaines, peu importe c'est qui, on va dire un jeune normal, mais on a 4 phases de 3 semaines. Fait que c'est assez simple. Puis là, ces phases-là, au début, c'est sûr que ça va souvent être composition corporelle, parce que souvent, les joueurs, pendant l'année, ils vont prendre des fois un peu de pourcentage de gras. Pourquoi? Voyagement, la nourriture qui est plus facile. Les joueurs nationaux, c'est sûr qu'ils ont un chef, mais si on parle de juniors majeurs, en autobus, les choix sont restreints. Pizza... Saint-Hubert. Saint-Hubert, le poulet sèche, c'est pas évident. On arrête au dépanneur, il est 2h du matin, fait que c'est sûr que les pensions, on est en pension, c'est pas notre maman, c'est pas notre papa qui fait à manger, fait que des fois on est gêné, j'aimerais ça avoir du poulet organique, biologique, mais des fois ils n'ont pas l'argent non plus, fait que c'est des pâtes, puis fait que ça s'accumule facilement. Ouais. Fait que les premières semaines, c'est vraiment axé là-dessus, puis c'est sûr, c'est l'hypertrophie. Parce que l'intensité, quand on s'entraîne en hypertrophie, est assez basse. Fait que c'est moins stressant que pour le corps. Puis après ça, quand on s'en va dans la deuxième phase, mais on s'en va tranquillement, on embarque dans la force. C'est hypertrophie fonctionnelle. La troisième phase de l'entraînement, ça va être en force. Puis la dernière phase, c'est sûr qu'on finit en vitesse. Tout ce qui est RFD, haltéro, la pliométrie, puis etc. Ouais. Sauf que c'est sûr que là, je viens de donner quelque chose qui est extrêmement général, puis qui va changer dépendamment le nombre d'années d'expérience que tu t'entraînes avec nous ou que tu t'entraînes ailleurs. Donc, si quelqu'un, comme on va dire, Pierre-Luc Dubois revient, mais lui, ses phases d'hypertrophie sont extrêmement courtes, on tombe en force quasiment tout de suite, puis on passe beaucoup plus de temps en vitesse. Fait que ça change. Fait que ça ressemble un peu à ça. Puis comment c'est d'entraîner des joueurs, la Ligue nationale, pour toi? Comment tu trouves ça? En tant qu'ancien joueur de hockey. En tant qu'ancien joueur, en tant que... Maintenant, c'est mon travail. Ouais. Fait que, tu sais, il n'y a plus de... Je dirais plus que c'est pour moi, c'est comme entraîner Phil, c'est comme entraîner Hugo. Tu sais, vous venez me voir, c'est rendu... Ça fait partie de ma job. Tu sais, c'est des êtres humains, c'est des joueurs comme si j'entraînais un monsieur, madame, tout le monde qui s'en va pour le Kilimanjaro. Tu sais, ça fait partie de notre métier. On n'entraîne que des joueurs de hockey, fait que c'est normal pour nous. Les premières années, c'était différent. Les premières années, c'était différent. Je m'en rappelle, si je peux rentrer dans une anecdote, de mon premier joueur de hockey. C'était en 2012. Donc, ça faisait peut-être 1 an et demi que j'étais à mon bac. Puis Marc Lambert, il me dit « Ouais, Seb, cet été... on était au mois de septembre. Fait qu'1 an à l'avance, il me prépare. Okay? Il dit « Ouais, cet été, tu vas entraîner un joueur de la Ligue nationale. Mais chez lui. » OK. Mais tu sais, t'es jeune. On va sur Google. Roster, Tampa Bay Lightning. C'est qui habite dans le coin? Là, je regarde les noms, puis là, j'en vois 2. Ça peut pas être eux, tu sais. Ils sont trop établis. Fait que là, je commence. Ça doit être un jeune qui vient d'être drafté, puis peu importe. Puis là, il me prépare mentalement parce que, tu sais,
on est jeune. Fait que, tu sais, il m'a vraiment pris par la main pour ça. Puis il me préparait mentalement il voulait pas me dire c'était qui. Puis là, au mois de mars, à peu près 1 mois et demi avant que je rencontre ce joueur-là, tu sais, il me dit « Ouais, tu vas entraîner quelqu'un, il habite à l'île Bizarre. » Là, il n'y en a pas 20 qui habitent à l'île Bizarre. Là. Moi, je venais de Pierrefonds. Je dis « OK. » J'avais un petit doute, tu sais. 2 semaines plus tard, il m'appelle, il dit « Ouais, tu vas entraîner Vincent Le Cavalier, chez lui. » OK. Pas de problème. Mais 2 semaines avant que je le rencontre. Mais ce qui est drôle, tu sais, la vie fait toujours les choses, c'est que c'était mon idole. Mais Marc le savait pas. J'ai grandi dans l'ouest de l'île. J'avais 8 ans, j'allais à une école de hockey de Vincent Le Cavalier, que lui, il avait 10 ans de plus que moi. Donc, il venait de rentrer dans la Ligue nationale à 18 ans. J'avais des photos, je collectionnais les cartes. J'ai porté le numéro 4 très longtemps. Fait que là, mon premier joueur de hockey, que ça soit mon idole, c'était... C'est quelque chose. Les mots, je pouvais même pas le décrire. Là, dans ce temps-là, j'habitais chez mes parents, fait que l'entraînais à 7 h le matin chez lui. Je partais de Pierrefonds, je m'en allais à Bizarre, j'entraînais Vincent. Mais la première fois, c'était plus comme... C'est un game face, tu sais. T'as un kid de 22 ans, il y a 32, là. T'arrives avec ta Nissan Sentra modifiée. C'est là que tu réalises que, OK, t'es dans la cour des grands, faut peut-être changer d'auto, tu sais. Fait que là, tu rentres chez eux. Là, la première fois que tu rentres ça, une super belle maison, tout le kit, c'est impressionnant, tu sais. La première fois que tu vois ça, c'est comme la première fois quand j'étais allé avec le Lightning. Tu rentres là, c'est glamour, c'est... Wow! C'est la première... Faut que tu le vives pour pouvoir l'expliquer. Puis c'est là que c'était ma première expérience avec un joueur de hockey. Puis c'est l'année du lockout. Fait que cet été-là, je l'ai entraîné pendant, je pense, 6 mois. Il était tanné de s'entraîner. Ouais, c'est ça. 4 fois semaine chez eux pendant 1 heure, à chaque lundi, mardi, jeudi, vendredi. C'était ma première expérience avec lui. Puis ça a été la meilleure parce qu'il était vraiment un être humain incroyable. Et le fait que j'avais 22 ans pour lui, ça dérangeait pas. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Puis ça, c'était incroyable parce que je me rappelle, comme si c'était hier, on faisait du crawler pour travailler ses systèmes énergétiques dans sa cour. Puis à un moment donné, je pense que c'était la fin de l'entraînement, il nous restait 3 séries, puis il s'en va dans les buissons, puis tu sais, il est malade. Fait que là, je rentre dedans, je prépare son smoothie, je me dis, l'entraînement est fini, là, il poussera pas plus que ça. Je dis, tiens Vincent, ton smoothie, tu sais, protéines, tout ça, il dit, Seb, il nous reste 3 séries. Mais là, tu sais, pour qu'un joueur de ce calibre-là, établi dans ce temps-là, c'était un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, ils me disent, non, il m'en reste 3, puis il vient juste d'être malade. Je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver parce que ça m'a ouvert les yeux que, OK, c'est pas tous les joueurs nationaux que je suis rendu à un point que, c'est beau, j'arrête, là. Tu sais, il gagnait très bien sa vie dans ce temps-là. Fait que non, c'était vraiment le premier joueur de hockey que j'ai rencontré. C'était solide. Ouais. Puis cette éthique-là de travail que tu as aperçue avec lui, est-ce que, mettons, les joueurs qui sont rendus pros ont la même éthique de travail? Ils ont toute la même éthique de travail, mais ils ne l'appliquent pas dans la même façon. Fait qu'il y en a que pour eux, l'éthique de travail, ça va pas être dans le gym, mais ça va être sur la glace. Il y en a qui vont passer des heures et des heures sur la glace, puis c'est pour ceux qui sont bons, puis c'est des marqueurs naturels. Fait qu'on peut pas dire qu'ils sont soft, en guillemets, parce qu'ils aiment pas ça s'entraîner. C'est pas tout le monde qui aime s'entraîner. Fait qu'ils vont aller s'entraîner, ils font le minimum, mais ça sera pas ton Pierre-Luc Dubois ou ton Mathieu Joseph, ou tu sais, des gars qui poussent, puis qui veulent, puis qui en mangent, tu sais. Mais, par contre, ils passent plus de temps sur la glace, sur leur technique, puis tout ça, qui font que sont incroyables. Tu sais, un exemple qu'on a de même que Marc m'a nommé, c'est Nikita Kucherov. Donc, c'est quelqu'un qui s'entraîne extrêmement fort sur la glace. Il passe quasiment la journée là-dessus, l'été, à Tampa, à se pratiquer pour ça, mais c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale aujourd'hui. Fait que tout le monde qui se rend à ce niveau-là ont toute une éthique de travail qui va les démarquer des autres. Sauf qu'ils vont pas le mettre dans la même sphère. Il y en a que ça va être l'entraînement, il y en a d'autres que ça va être sur la glace. Fait que, tu sais, ça reste qu'ils ont en commun l'éthique de travail. Ouais. Puis, tu dirais que, mettons, pour te rendre loin, ça te prend une bonne éthique de travail quand même. Peu importe où ce que tu amènes. Ça prend du talent. C'est sûr. C'est des joueurs que tu regardes. Moi, ce que j'aime, c'est regarder les réchauffements. Les warm-up quand on embarque sur la glace, voir les lancers et tout ça. Moi, j'ai toujours adoré regarder ça. Le talent de ces joueurs-là, c'est incroyable. Et on en entraîne des fois, là, ils ont 18 ans. Là, ils ont le talent que j'aurais jamais. Là. Puis j'ai fini de jouer au hockey, il y avait 21. Là, c'est incroyable. Fait que le talent, c'est sûr, il faut que tu l'ailles. Il faut que tu aies quelque chose de spécial pour te rendre dans la Ligue nationale. Mais après ça, quand tu as ce talent-là, l'éthique de travail aide vraiment beaucoup. La passion. Il faut que tu aimes ce que tu fasses.
Parce qu'il y a quelqu'un en arrière de toi qui va faire plus de répétitions, qui va faire plus de travail, il va être plus acharné, il va avoir plus faim, puis il va te rattraper un jour. Fait que des fois, il y en a qui ont le chemin facile, ils se feront pêcher, tu sais, premier choix, première ronde, l'organisation va tout te donner des chances. Il y en a d'autres que ça va prendre des années, ils vont être dans le junior, à l'universitaire, ils vont aller en Europe pour revenir, mais à un moment donné, tu continues, puis il y en a qui vont arrêter parce qu'ils vont être tannés de pousser. Mais celui qui continue à un moment donné, tu les dépasses. Puis c'est ta place qui va venir. Puis, mettons, les jeunes qui se rendent pas, est-ce que tu peux déjà prédire, mettons, là, quand tu as vu, je sais pas, Samuel Girard, puis Alec Dubois, est-ce que tu t'es, à un bas âge, tu t'es dit, ouais, lui, je le vois déjà qu'il pourrait aller plus loin. Tu vois-tu déjà, jeune homme? On le voit beaucoup maintenant. Je pense que c'est l'expérience aussi à un moment donné. Là. Ça fait déjà 10 ans que je fais ça. Fait que maintenant, tu sais, avec tous les jeunes que je vois, on a tous les sports-études, qu'on parlera peut-être d'une season tantôt, là, mais tu sais, on parle de 400 jeunes qu'on voit chaque année. Puis maintenant, on est capable de voir, on se trompe encore. Là, c'est rien de concret. Il y a des joueurs qui vont se développer tardivement. Mais un jeune là, rendu les Bantam 3, deuxième année, tu vas savoir que lui, il s'en va midget 3. Quand il arrive midget 3, lui, il s'en va. Tu peux le voir, pas plus parce qu'il y a un niveau d'athlétique plus élevé que les autres. Donc, c'est ça qui me surpris l'année passée, c'est que je faisais de la corde à danser, comme réchauffement avec mes joueurs de hockey, mes jeunes. J'ai réalisé que le 3/4, ça n'a même pas sauté. Fait que souvent, ceux qui sont très bons dans plusieurs sports, c'est eux qui, souvent, vont pouvoir se démarquer, ils sont des meilleurs athlètes en général. Fait qu'on est capable de les spotter un peu. Puis c'est un peu pour ça que les recruteurs, en plus, ils nous aident. Là. Des fois, ils vont nous appeler. Hey, qu'est-ce que tu penses de lui? Puis en même temps, quand ils parlent de qu'est-ce qu'eux ils ont vu sur la glace, toi, tu vois quelque chose dans le gym, mais souvent, il y a quelque chose en commun, les deux, ça se rapproche. Ouais. Fait qu'on est capable de, en général, de dire, OK, lui, il a plus de chance. À cause de sa biomécanique, à cause que c'est plus facile pour lui apprendre un exercice. Donc, il y a une facilité à ça. Il y en a qui sont super bons à l'école, c'est super facile. Il y en a qui sont super bons dans le gym, il y en a qui sont super bons sur la glace, c'est naturel. Tu vas lui montrer une nouvelle tâche, un nouvel exercice, mais tout de suite, ils l'ont. Ouais. Fait que ces joueurs-là, normalement, ils ont un niveau plus élevé de réussite. Ouais, c'est ça. Mais t'as-tu déjà fait la formation avec Christian Thibodeau? Non, j'ai jamais fait. Parce que dans son neurotyping, il parle justement, lui, c'est un A. Puis il disait que la majorité des athlètes, c'est des 1B. Puis ça, c'est des gens qui apprennent tout rapidement. Ils savent tout faire. Ils montent à jouer de la guitare, 2 heures plus tard, ils savent jouer de la guitare. C'est tous ces gens-là qui sont. Mais c'est vraiment intéressant ce qu'il fait. Là. J'ai lu un peu sur Internet, mais ça date aussi du Dr. Braveman. Les neurotransmetteurs en nutrition, il y a beaucoup de nutritionnistes qui utilisent ça aussi pour toutes les déficiences là, au niveau de l'alimentation. Puis c'est sûr que, tu sais, on peut voir, je pense, c'est les niveaux, je ne m'y connais pas assez, là, mais c'est la dopamine puis tout ça. Fait que c'est sûr que c'est ces joueurs-là qui veulent plus. C'est eux qui vont t'amener plus loin. Ouais. Puis est-ce que tu joues avec leur nutrition? T'sais, oui, tu es strength coach, mais est-ce que tu leur glisses un mot? Ils ont-tu un nutritionniste, whatever, avec vous? On n'a pas de nutritionniste. Je suis pas nutritionniste. J'ai fait plusieurs formations en médecine fonctionnelle. Donc, j'ai une bonne base. Moi, j'ai une philosophie dans le sens que j'entraîne un joueur de 12 ans ou que j'entraîne un joueur professionnel, mais je leur parle pareil. Donc, je leur respecte. Puis moi, c'est l'éducation qui est le plus important. Fait que souvent, on a 1 minute et demie de repos, on a 2 minutes. T'sais. Moi, tant qu'à juste, on va se parler, c'est sûr, on a une bonne relation, parce que la relation, c'est super important. Mais je vais essayer de leur dire, bon, qu'est-ce que tu as mangé le matin? OK, parfait. Améliore ça, ça. Qu'est-ce que tes collations, des choses comme ça. Puis souvent, on va utiliser des journaux de bord. Ils vont nous écrire pendant 7 jours qu'est-ce qu'ils ont mangé. Fait que nos athlètes en privé puis en semi-privé, pas en groupe, mais on va passer du temps sur la nutrition. On va faire, pas nécessairement un programme de nutrition, mais on va changer les habitudes de vie. Parce que les habitudes de vie, au niveau de la recherche, c'est démontré que ça prend environ 66 jours à changer. C'est pour ça que je ne suis pas très en faveur de donner un plan alimentaire à quelqu'un. J'aurais même pas le droit, je ne suis pas nutritionniste, mais c'est pour ça que j'aime pas ça. Parce que quand ces jeunes-là, ils ont un plan-là, je t'enlève ce plan-là. C'est vendredi soir, je vais prendre du poulet avec une tasse de riz puis 2 tasses de légumes. Je suis chez mon chum, qu'est-ce que je fais? C'est pas bon, c'est du porc, ça. Ça crée des problèmes aussi au niveau du jeune, au niveau de la nutrition. Parce qu'on crée des jeunes qui sont tellement axés sur la performance qu'ils vont tout mesurer. Parce qu'ils vont penser que les résultats viennent principalement de cette 2 tasses-là, de cette 1 tasse-là, de ce poulet-là du vendredi soir. Fait que moi, à plan, ce que je fais avec mes athlètes, c'est plus les conseiller par rapport à, on va dire, on va changer
le déjeuner. Fait que je vais donner des exemples de déjeuner sans leur donner un plan alimentaire. Puis pendant 7 jours, il faut que ça soit constant. Après ça, on va changer, on va amener un shake de protéines après chaque entraînement. Ils vont faire ça. Fait que moi, je crois beaucoup à la constance. Puis la constance, que tu fais ça pendant 30 jours, c'est là que tu peux amener à une autre étape, une autre étape, une autre étape. Puis des jeunes que j'entraîne depuis 6 ans, là, des fois, tu vas avoir un menu qu'on va dire exemple pour que tu juste comprennes le timing de quand manger quoi, sans tout, tu manges exactement ça. Ouais. Fait que oui, on les suit un petit peu. Tu les suis un petit peu. Oui. Puis au niveau habitude de vie, est-ce que tu leur suggères, mettons, des suppléments qui vont les aider à mieux digérer, à mieux dormir? C'est sûr que les suppléments, c'est quelque chose que dans la vie et le mode de vie que les athlètes ont, ils en ont besoin. Donc, on ne fait pas des prises de sang. Il y a Christian Maurice qui est extrêmement bon là, pour faire ces choses-là. Donc, si c'est quelque chose que c'est hors de notre contrôle, on va référer. Puis c'est pour ça que je pense qu'on est un peu bon. On n'est pas très bon business. On est très ouvert, nous. Donc, nous, OK, tu peux-tu le voir, celui-là? Ça sort de notre contrôle, ça. Mais normalement, les suppléments, on va en suggérer selon là, les besoins des jeunes. On va avoir nos suppléments de base qu'on va suggérer avec des postologies différentes parce que chacun a une alimentation différente. Puis après ça, on peut aller plus dans des suppléments. Il y en a un, je n'ai pas de concentration quand je me lève le matin. OK, peut-être du GPC, ça pourrait être bon pour lui. Là, on rentre dans des choses qui sont très spécifiques, là, mais oui, on va suggérer des suppléments aux jeunes avec les recommandations alimentation. Mais souvent, le supplément va venir après les suggestions au niveau du mode de vie. Ah oui, fait que combien d'heures de sommeil tu prends? Fait qu'on va prendre un sleep tracker. Tu dors 5 heures par nuit. Mais pourquoi je te demanderais de prendre du magnésium, du fish oil, puis toutes les fondations probiotiques, des choses de même qui sont super bonnes? Mais quand la base, le sommeil, on n'est pas là. Fait qu'on va commencer par ça. Parfait. Après, on regarde la nutrition. Après ça, on va rentrer les autres petites affaires. Ouais. Puis ça, c'est dans notre show. Mais moi, je me perds là-dedans aussi, là, quand on est dans ce domaine-là. C'est qu'on regarde, on va dire, une pyramide. Puis quand quelqu'un vient me prendre un rendez-vous avec moi, je veux le 2%. Je veux que tu me donnes ça. Je veux que tu me donnes la pilule magique. Je veux le programme d'entraînement, le meilleur programme d'entraînement. Mais il n'existe pas de meilleur programme d'entraînement. Il n'y a pas un supplément qui va te faire que tu vas te rendre là. Moi, je retourne toujours à la base. Puis au début, des fois, le monde sont déçus. Je sais que c'est ça. Il faut que je dorme 9 heures par jour. Faut que je m'entraîne 3-4 fois semaine. Fais-le. Mais fais-le. Puis là, quand on donne un calendrier, puis là, il faut qu'ils cochent à chaque jour qu'ils le font. Mais là, après, à chaque 3 semaines qu'on les voit, ils sont comme « Hey, j'ai bu 3 litres d'eau par jour. Wow! OK. Là, j'ai dormi 8 heures par jour. Là, les résultats rentrent. Ben oui, mais pourquoi je te donnerais quelque chose? C'est comme si je ferais un toit sur une maison avant la fondation. Le toit, il tient pas. Là. Ouais. Fait que c'est ça que je suis rendu à ça. Puis c'est ma mentalité qui a changé. Puis on change en vieillissant aussi. Qu'au début, j'étais plus pro-supplément où on met tout ce qui est fancy. Tandis que maintenant, je suis vraiment rendu plus... j'ai reculé. Je suis très basic, général. Puis c'est là que je vois que les gars, ils ont plus de résultats. Je te donne un menu avec 5 jours différents à tout à faire. C'est overwhelming. Tu sais, c'est OK, il faut que j'aille à l'épicerie, j'ai acheté tout ça de même, j'ai tout ça à changer. Le jeune ne fera pas tout ça du jour au lendemain. Tu leur donnes une petite tâche à chaque semaine. Tu as 12 semaines avec eux, mais tu peux améliorer 12 points, puis après ça, ils vont être capables de continuer pendant la saison. Fait que tu viens de faire de l'éducation avec eux. Ouais. Nutrition, entraînement. Puis en plus de ça, c'est que si eux, ils terminent à un moment donné leur carrière de joueur de hockey, mais ils vont être capables de continuer d'appliquer ces choses-là parce qu'ils comprennent le pourquoi. C'est pas juste « fais ça » parce que je te l'ai dit. Moi, je vais expliquer pourquoi il faut que tu fasses ça. Ouais. Fait que les jeunes, souvent, nous, les sports-études qu'on a, ils vont être capables d'arriver le soir. « Ouais, maman, Seb me dit de faire ça parce que ça. » Fait que les parents, ils aiment ça aussi parce que mon jeune aussi, il comprend. Puis c'est ce que j'essaie de faire avec mes joueurs. Ouais. C'est laquelle habitude de vie la plus négligée, mettons, que tu vois dans les jeunes ou même dans les joueurs pro que tu as? Le sommeil. Le sommeil. C'est sûr que pendant la saison, c'est extrêmement difficile. Là. Les gars, ils prennent l'avion, l'autobus, fait que c'est difficile. Fait qu'il faut rentrer les siestes, des choses comme ça. Mais c'est le plus négligé. Puis c'est ce qui va changer complètement. Écoute, si on dort 4 heures, là, on dort vraiment mal, puis le lendemain, c'est une séance de squat. Pour nous qui ne jouons pas au hockey. Tu vas regarder la barre, tu vas faire... Ouais. Puis tu fais 4 répétitions, puis c'est pesant. T'es comme... OK. Ça te tente pas. On prend un café, on prend 2 cafés. Mais à un moment donné, tu peux pas juste survivre sa caféine ou ses pre-workouts. C'est des stimulants. Puis ça, des stimulants, ça cache. Comme un band-aid. Fait que, occupe-toi de ton sommeil en premier. Couche-toi plus tôt. Ferme ton téléphone. Ferme ton écran. Diminue la luminosité.
respecte ton sommeil comme tu ferais un réchauffement au hockey, comme tu ferais ton réchauffement avant de t'entraîner. Le monde pense que, OK, on ferme la switch, on s'endort. Puis ça, le problème avec la technologie, les jeunes, c'est un problème maintenant. Puis c'est pour ça que les nouveaux iPhones, ils font tous ces dark mode, tous les updates de même, parce qu'ils savent que les jeunes sont tellement accros à ça, ils n'ont pas le choix. Sinon, je sais pas où on va finir. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que je pense que le sommeil, puis après ça, c'est l'alimentation. Les jeunes vont avoir tendance à pas manger assez de protéines. Puis c'est ça que c'est ça qu'avec Pierre-Luc, la première chose qu'on a fait avec lui dans le temps, c'est son déjeuner. J'ai rien occupé, rien d'autre. J'ai dit, Pierre-Luc, il faut que tu manges minimum 30 grammes à chaque déjeuner. On lui a donné plein d'exemples. Il nous envoyait des photos. Est-ce que c'est bon, c'est bon, c'est bon? Parfait, oui. Puis on mesure rien parce que, encore là, je trouve que ça crée des moments donné, c'est un peu nati, là, mesurer des choses. Là, c'est pas des culturistes. Là. Puis les calories, on croit pas vraiment à ça, nous. Là. Donc, c'est juste comprendre là, au niveau là, des quantités. J'ai beaucoup moins aimé la formation, là, pour ceux qui veulent plus d'informations, le Precision Nutrition. Mm-hmm. Très bonne formation, honnêtement, que j'ai fait. C'est probablement ma préférée. Là. J'en ai fait plusieurs, mais j'ai vraiment aimé ça. Eux vont mesurer plus avec la portion de tes mains. Tu comprends, c'est le gros bon sens à un moment donné. Mm-hmm. On se prive pas de rien, c'est juste l'équilibre, tout ça. Fait qu'on avait commencé à faire ça avec Pierre-Luc. Puis souvent, le déjeuner des jeunes aujourd'hui, ça va être quoi? Un verre de jus d'orange, une toast au beurre de peanut, un yogourt si on est chanceux. Ou un bol de céréales. Ou des jeunes qui mangeront même pas parce que c'est tellement tôt l'autobus qu'ils doivent prendre qu'ils vont skipper le déjeuner. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'on commence la journée sans une dose de protéines. Fait que la prochaine dose de protéines, c'est au dîner. Fait que là, au niveau de la récupération, des fibres musculaires, système immunitaire, etc., mais là, on est en retard d'un repas. T'sais, fait que juste par commencer, on va dire, le déjeuner, c'est souvent là qu'il y a le plus de progrès. Puis on le voit après même pas 4 semaines, 1 mois, là, les jeunes prennent 3, 4, 5 livres. Juste avec le déjeuner. Puis, donc, vous autres, vos journées sont quand même assez loadées, là, dans off-season. Fait que, genre, dans une entrevue, tu disais justement que, bon, ça commence avec le déjeuner, vous avez vos workouts dans la journée. C'est quoi votre déjeuner, mettons, vous fournissez? Oui, mais on est très chanceux. Cet été, c'est le 2e été en 8 ans qu'on le fait, parce que des fois, c'est difficile de trouver quelqu'un qui va être prêt à venir ouvrir l'aréna pour faire les déjeuners. Mm-hmm. Fait que nous, cet été, ce qui arrivait, c'est qu'à partir de 7h30, il y avait un déjeuner qui était servi en haut. Donc, les déjeuners, c'était un choix entre... il y avait des œufs, des tranches de jambon, des noix, des petits fruits, un gruau organique, etc. Donc, les joueurs avaient un peu de tout ce qu'ils aimaient, des omelettes, des légumes, mais tout ce que nous, on recommandait aussi. Après ça, ils venaient s'entraîner avec nous. On leur faisait un smoothie de protéines, que nos smoothies sont extrêmement simples. Il n'y a rien à la cacher. On peut mettre de la protéine dépendamment, la whey, de la beef, de la iso, peu importe que le jeune n'est pas intolérant à. Mm-hmm. La glutamine, la créatine, un petit peu de magnésium à la suite de ça, avec mélangé souvent avec des fruits congelés parce qu'on a besoin d'une réserve de glycogène. Par la suite, les jeunes avaient peut-être 1 à 2 heures d'attente avant d'aller chercher le dîner en haut, qui était encore là... de la viande ou du poisson, protéines, avec des légumes puis des féculents. Fait que les jeunes avaient le choix de le prendre pour emporter à la maison, fait qu'il n'y a pas besoin de se casser la tête avec le dîner. Il restait rien que le souper à préparer. Puis aussi, des fois, l'après-midi, on avait nos entraînements de système énergétique. Fait qu'on faisait le cardio. La même journée que la journée des jambes, nous, on priorisait ça. C'est pas nécessairement parce que c'est la meilleure façon. On pourrait le faire du lundi au samedi. C'est ce que nous, on trouve de s'entraîner à tous les jours. Des fois, c'est taxant pour les jeunes. Puis il y a beaucoup de jeunes que nous, ils viennent d'extrêmement loin. Fait qu'eux, quand ils partent de vendredi, c'est le fun pour eux après ça. OK, genre, je peux partir voir ma famille en Rimouski. Je m'en vais aux États-Unis la fin de semaine, je reviens. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça de même. Puis en entraînant 2 fois le même groupe musculaire la même journée, mais il y a plus de temps de récupération comme ça. Fait que ça ressemblait à ça, nos journées. Là. In-season, est-ce que tu gardes contact avec le joueur? Est-ce que tu gardes, tu sais, là, tu disais tes conseils après le déjeuner, est-ce que tu gardes ce rôle de, mettons, mentor pour le jeune pendant la saison? Ça va dépendre pour qui. Donc, c'est sûr que tous les jeunes en bas du junior, on les voit à chaque semaine. À chaque semaine. Fait que ça, on peut. Mais les jeunes qui vont être juniors, les jeunes professionnels, c'est 2 groupes complètement différents parce que professionnel, tu as une équipe en arrière de toi. Junior, normalement, il n'y a pas toutes les organisations qui ont cette chance-là d'avoir le préparateur physique, le nutritionniste, le médecin, le ci, le ça. Moi, je suis quelqu'un que je me suis toujours dit, depuis que je commence, j'aime pas ça de déranger les jeunes. Peu importe, tu sois junior majeur ou professionnel. L'entente que j'ai avec les jeunes, c'est si tu as une question, tu m'appelles, tu me textes. Et moi, j'essaie de faire devenir autonome. Donc, je veux qu'ils prennent contact avec moi. Puis souvent, les parents, ils vont m'envoyer un courriel. Je réponds aux parents. Ils ont mon courriel. Dis-moi que ton jeune m'appelle. Je réponds pas à ton courriel.
je veux que ton jeune m'appelle. Il est assez grand, il est assez vieux, il est en pension déjà. Je veux dealer avec le jeune, pas avec le père. Mais souvent, oui, on va rendre contact. Souvent, je vais toujours l'envoyer un texto. Si c'est quelque chose comme cette semaine, on a eu Jean-Christophe Baudin. Premier match dans la Ligue nationale avec les sénateurs. Donc, on va dire félicitations. S'il atteint quelque chose, un nouveau contrat, des choses comme ça, on va y envoyer un texto, des choses comme ça. Mais sinon, ça va être eux qui vont nous contacter. Mais sinon, moi, je les contacte pas. Moi, si je me dis, s'ils n'ont pas besoin de moi, ils sont corrects, je les laisse. Ils en ont assez d'attention comme ça, ils ont assez à gérer comme ça. Moi, je suis plus m'éloigne d'eux pendant la saison. Pendant la saison, si tu perds 3/4 de tes jeunes, tu fais quoi en tant que préparateur physique? Exact. Mais c'est ça, c'est le fun parce que c'est complètement différent. Pendant la saison, présentement, on a toute la structure des Grenadiers et de l'Arsenal du Lac-Saint-Louis. Donc, c'est toutes les équipes qui sont en dessous du midget 3. Donc, ça nous donne quasiment une dizaine d'équipes qu'on voit 2 fois par semaine. Donc, ça donne déjà là une vingtaine d'heures où qu'on voit en haut de 300 jeunes. Donc, déjà là, on est quasiment plus occupé l'hiver parce qu'il y a plus de jeunes qui viennent, mais c'est moins achalandé parce qu'ils ne sont pas par rendez-vous comme l'été, puis les fréquences d'entraînement sont moins élevées. Fait que c'est sûr que l'hiver, c'est un mode de vie complètement différent. Je me concentre sur mon doctorat. On a ces heures-là qui est au gym, puis on va essayer de continuer à, comme vous faites présentement avec votre podcast, un petit peu avancer la business. Puis notre business à nous, c'est vraiment du bouche-à-oreille. On n'a pas de personnes qui vont nous expliquer hey, sur Facebook, l'algorithme, il faut que tu mettes telle photo de cette grosseur-là à telle heure. Ouais. Sur Instagram, moi, je mets ça à l'heure que je peux. Des fois, là, je vais voir le soir, j'ai bien moins de likes à 8 heures le soir, mais écoute, moi, je n'allais pas arrêter de travailler à 4 heures parce qu'il fallait que je poste à 4 heures. Même chose sur Facebook. Donc, on est vraiment low profile. Marc, moi, tout le monde qui travaille ici à Accélération, on est très là. On n'est pas là. On ressort pas du lot dans le sens qu'on n'est pas vendeur. Puis souvent, on va refuser des jeunes l'été. Pas parce qu'on est plein, mais parce qu'on essaie de chercher les jeunes aussi qu'on sait qu'on va bien s'entendre avec. Donc, ceux qui vont avoir une bonne éthique de travail. Si c'est quelqu'un que tu le sais que ça va te drainer de l'énergie parce qu'à toutes les fois, il va manquer son entraînement, parce qu'il va aller à la ronde, parce que là, tu sais, on va souvent dire « Ah, malheureusement, on est complet. » T'sais. Fait qu'on, nous, on veut plus la qualité que la quantité. Fait qu'on est plus par rapport à la performance. Ouais. Ça arrive-tu souvent, je viens pas parce que, mettons, je vais à la ronde ou whatever? Pas avec les gars qu'on a. Okay. Si ça arrive l'été passé, là, c'est parce qu'ils ont vraiment des bonnes raisons. Ils ont un mariage d'un ami. Fait qu'ils sont à l'extérieur. Il y a quelque chose de spécial qui se passe. Il faut qu'ils essayent des bâtons parce qu'ils ont un contrat avec Bauer, avec CCM. Mais normalement, ils sont très autonomes. Donc, ils vont la semaine d'avant, ils vont dire hey, Seb, semaine prochaine, je suis pas là. Je peux-tu reprendre mon entraînement de ce vendredi, mercredi prochain? Parce que d'habitude, le mercredi, ils ne s'entraînent pas. Ils font lundi, mardi, jeudi, vendredi. Fait qu'ils vont pas vouloir manquer d'entraînement. Puis je donne un exemple, même Samuel Girard, que cet été, il y a 3 semaines qu'il n'était pas avec nous parce qu'il vient de Robertval. Fait que lui, il redescend à chaque fin de semaine. Puis il y a une semaine qu'il était avec Julie Robitaille, c'est sa coach de power skating. Okay. Mais il prend son programme, il engage un kin dans son coin-là. Puis si lui, il a des questions sur notre programme, il nous appelle. Fait que quand il revient, sa progression continue tout le temps. Fait que ceux qu'on a sont extrêmement sérieux parce qu'ils savent que cet entraînement-là, ça les a aidés à arriver où ils sont aujourd'hui. C'est ce qui fait que c'est ceux qui sont loin. C'est l'éthique de travail, c'est la passion. Ouais. Puis même tout se mise gros à ce qui devient autonome, c'est nice pour eux. Ouais. C'est vrai que étant jeune, c'est tout le temps ma mère qui faisait les courriels des affaires. Là. Pas toi. Là. Moi aussi. Et moi, j'ai même un jeune qui me disait ouais, tu m'as demandé de faire des œufs, je les ai fait au micro-ondes. Je savais même pas si ça faisait au micro-ondes. Fait que c'est au micro-ondes. Mais écoute, même si on le sait, des fois, le micro-ondes, c'est pas optimal. Ce jeune-là, au moins, il mange des œufs à la place des céréales. Tu me demandais combien de temps qu'il l'a mis. Mais tu sais, moi, ce qui me rend le plus fier maintenant, j'ai 29 ans, j'approche la trentaine. C'est vraiment l'éducation, comme je disais. Puis, c'est niaiseux, mais je rencontre des jeunes, ça fait 5 ans que je n'ai pas vu. Il est rendu électricien. J'ai acheté du stock de lui. Lui, je l'ai rencontré, il est rendu ingénieur. Moi, c'est ce qui me fascine le plus, c'est que ces jeunes-là se rappellent encore. Je mange le même déjeuner, Seb. Je prends encore cette habitude-là. Je fais ça avant de me coucher. C'est que ce que j'ai fait quand il y avait 12 ans, 13 ans, 14 jusqu'à 17, même si là, ils sont rendus à 23, ils continuent à faire ça parce qu'ils savent l'importance, ils sont capables de l'expliquer, puis ils ont appris. Fait que c'est pour ça que quand j'ai des jeunes joueurs, je sais que sur les 300 cas que je vois cette année, il y en a peut-être un qui va se rendre là, dans la Ligue nationale. C'est comme gagner, le gagnant à vie, 6,49.
sais, fait que moi, je suis pas là pour essayer d'en amener le plus possible dans le national. Si ça arrive, tant mieux pour eux. Mais moi, j'essaie de l'éducation pour que plus tard, ils sont capables de... Je vais aller m'entraîner, j'ai une base. OK, je sais comment faire un squat, je sais comment faire un deadlift, je connais la technique. Tout seul, je vais pouvoir m'entraîner au BuzzFit, de faire comme ça quand je vais avoir 23 ans. Je sais quoi manger, j'ai une bonne base. Des fois, on se perd. Tu vas sur Internet maintenant, le keto, le sans gluten, le ci, le ça. Hey, c'est la mode, à chaque 3 mois, ça change. Ouais. Puis, fait que c'est pour ça que j'essaye, moi, je finis toujours, je peux vous dire ça, mais je finis toujours avec mes sports-études. Il lance toujours un 10 minutes à la fin de nos entraînements, puis je pose tout le temps 3 questions. Surtout à mes jeunes Bantam puis oui. Parce que les plus vieux, ils savent un peu, puis ils sont moins hype à cette idée-là, mais les plus jeunes, je fais toujours ça. Je pose 3 questions à la fin de l'entraînement. Soit alimentation, entraînement, des choses comme ça. Comme, nomme-moi, écris-moi au tableau un exemple de déjeuner. Fait qu'il en existe des centaines. Moi, mon but, c'est pas juste qu'ils mangent viande, noix, légumes, ou peu importe fruits. Mon but, c'est qu'ils comprennent qu'il y a une rotation. Puis s'ils n'ont pas cette bonne réponse-là, ils ont 45 secondes à répondre à ça en équipe. Mais ils vont avoir une conséquence qui va être à l'entraînement. 15 burpees, un alley de crawler. Fait que ça, comme ça, ce que ça fait quoi? Mais c'est qu'à long terme, quand j'arrive à mes jeunes midgets, ils savent tout. C'est quoi la vitamine du soleil? Quel fruit qui a le plus de vitamine C? C'est facile, je vais dire A. Orange. B. Banane. C. Kiwi. Bien, tout le monde va dire orange, mais c'est le kiwi. Tu sais, fait que souvent, c'est des petites affaires qui sont extrêmement niaiseuses. Mais que souvent, j'ai toujours pensé que c'était l'orange. Ouais, fait que là, il arrive à la maison. Je te dis, il vient d'apprendre ça là. Même ces pots de, mettons, pilule, vitamine C, il y a une orange. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est normal. On associe ça à ça. Le lait, calcium, le C, c'est comme ancré dans notre culture. Mal de tête, Tylenol, c'est normal, c'est comme ça. Mais là, après ça, c'est les parents. Je savais pas. Fait que là, les parents, souvent, ils vont venir quasiment, ceux qu'on entraîne le soir, ils vont venir dans l'envite pour écouter ces questions-là. Fait que c'est ce qu'on fait avec les jeunes. Puis à un moment donné, quand tu arrives midget, tu fais 3 ans, 4 ans, que tu as 3 questions par jour, mais que tu le sais beaucoup plus de choses que si j'aurais pas fait ça. Fait que c'est quelque chose que je fais avec eux. C'est vraiment nice. Où t'as pris cette idée-là? T'as-tu vu quelqu'un qui a fait ça? Non, c'est un moment donné, j'étais comme « Oh, merde, il me reste 20 minutes. Mon training est fini. » C'était en 2011, là, je commence. OK. Puis je voulais pas faire trop d'entraînement parce que les jeunes, à un moment donné, tu peux pas en faire trop puis ils soient raqués pendant 5 jours. Fait là, je suis OK, on va s'asseoir devant le tableau, les boys. Qu'est-ce que je fais? OK. On pose des questions, les boys. Questions. Puis là, c'est là que j'ai vu la première fois. Il aimait tellement ça. Puis c'est de là que ça a commencé. C'est malade. Genre, moi, je vais le refaire. C'est sûr. C'est clair. C'est sûr qu'on fait ça. Puis ils aiment ça. Puis en même temps, ils apprennent. C'est comme ça qu'ils apprennent. Exact. Ben, comme tu disais, au bout de la ligne, tu n'entraînes pas un joueur de hockey pour qu'il joue dans les nationales. Tu entraînes un athlète, un être humain. Fait que tu veux qu'il change ses habitudes de vie puis que même qu'il soit électricien ou ingénieur. Exactement. Il garde cette éthique-là. C'est ça. Ouais. Puis c'est ça qui est drôle parce qu'on va dire, là, on est tellement pas vendeurs. Sur nos 300 quelques jeunes pendant l'année, on pourrait tellement attirer une centaine de joueurs qui s'entraînent avec nous l'été. L'été passé, je pense qu'il y en a 6 qui s'entraînent avec nous. Pourquoi? Parce que je vais jamais pousser un jeune de venir s'entraîner avec moi. Même si je pense que je suis le meilleur. T'sais, on va dire, parce qu'il faut avoir confiance dans nos services. Moi, l'important que je leur dis, même quand on fait des conférences aux parents, c'est que le jeune trouve une personne qui a une bonne relation avec. Il y en a des jeunes, peut-être, ils ne m'aiment pas. T'sais, on ne s'entend pas avec tout le monde. T'sais, des fois, on positif, ça ne marche pas ensemble. Fait que ce que j'explique aux parents, c'est trouver une personne de confiance dans votre coin, parce que des fois, peut-être faire 1 heure de route pour un entraînement à 12 ans, ça ne vaut pas la peine, ou 14 ans ou 15 ans. Puis après ça, entraîne-toi, c'est le plus important. Quand tu arriveras à 17, à 18 ans, ou que tu es rendu à un niveau super élevé, que tu as des bonnes connaissances d'entraînement, mais là, tu cherches vraiment une spécialisation, quelqu'un qui est par rapport à ton sport. Là, tu feras peut-être un changement, mais pour l'instant, quand tu es jeune, c'est vraiment l'important, c'est de s'entraîner. Oui. Puis les mouvements à tous, je pense que tu mises beaucoup ces mouvements de base, squat, bench, deadlift, mais il y a beaucoup de coachs aussi qui ne sont pas dans cette même lignée-là, qui sont plus comme body weight, puis non, on fait pas ces mouvements-là. C'est quoi ton approche par rapport à ça? Ça va dépendre de l'âge. C'est sûr que moi, ce qui est le fun, c'est que le programme que j'ai fait avec les sports-études, commencer avec les jeunes Pee-Wee, moi, je vois ces Pee-Wee-là monter jusqu'à midget 3. Fait que je me dis, si eux, leur base d'entraînement est bonne, quand je vais arriver à midget, ça va être mes heures les plus faciles. Puis comme de fait, c'est mes heures les plus faciles. Je leur explique leur programme au tableau, puis le squat est super beau, ils connaissent Ask the Grass, tout est excellent. Mais c'est prendre le temps avec les jeunes, des fois, ça ne nous tente pas. Mais c'est ce qui est important, parce que quand dans 4 ans, c'est toi qui vas avoir là. Fait que si toi, tu reçois un jeune que tu ne l'as pas entraîné,
il y a 17 ans, il est comme, oh mon Dieu, sa technique, c'est all over the place. Mais c'est soit le coach devant toi qui est de mal parti. Fait que le rôle de ces personnes-là dans les jeunes, c'est quasiment plus important que le préparateur physique qui va voir quand il va avoir du temps, parce que c'est lui qui va tout faire la fondation. Fait que moi, avec mes jeunes, je mise beaucoup sur les entraînements qui vont être le fun. Fait qu'on peut parler de tout ce qui est dynamique. Les jeunes détestent les temps de repos. Fait que souvent des stations qui vont recréer des présences sur glace. Fait qu'on va faire une station de 5 minutes. Un crawler de 20 mètres. Ils sont en équipe de 5. Fait qu'un 20 mètres, ça prend 5 secondes à faire. Mais là, après ça, ton partner, il va, etc. pendant 5 minutes. Fait que sans qu'ils s'en rendent compte, ils font un effort pendant 5 secondes. Ils ont 45 secondes de break. Ils recommencent. Ils ne réalisent pas ce qu'ils font, mais c'est déjà en train de s'entraîner pour un shift d'hockey à haute intensité. Fait qu'on fait des choses comme ça avec les jeunes, beaucoup d'abdos, beaucoup de bas du dos, les back extensions, des choses comme ça. Le monde, des fois, ils ont peur, mais c'est le dos et les abdos qui vont supporter tout ce qui est le tronc quand on va faire des squats, quand on va initier le squat. T'sais. Là, après ça, bantam, les goblet squats, les trap bar deadlift. C'est probablement les mouvements que j'utilise le plus. Surtout le trap bar deadlift, il est vraiment le fun pendant la saison. Parce que c'est un hybride entre le squat et le deadlift. Ouais. Les deadlifts conventionnels, j'en fais pas pendant l'année. Surtout les joueurs de hockey, ils ont un manque de mobilité au niveau des hanches, tout ça. Fait que de commencer d'à terre, souvent, c'est rare. Même l'été, c'est rare que j'ai commencé là, mes joueurs de hockey. Puis là, après ça, quand tu arrives, c'est sûr, midget, mais là, tu peux aller dans du bench press. La périodisation au niveau des choix des exercices est beaucoup plus grande. Mais c'est la base. Puis souvent, on a tendance à vouloir être fancy dans nos exercices, de faire notre vendeur. Tu filmes ton jeune, il fait quelque chose de fancy sur Instagram ou Facebook. Ça, on va tout le temps, Comme les box jumps, là, hier, j'expliquais aux jeunes, la hauteur de boîte, ça ne change rien. Le niveau des hanches qui vont atterrir, tout exact. Ça, atterrir en flexion versus les jambes en extension. Les hanches vont être la même hauteur, même si l'autre atterrit sur une boîte de 42 pouces, que l'autre est 22. Fait que moi, je suis vraiment basic dans la musculation parce que je n'entraîne pas un joueur de hockey, je vais entraîner un jeune pour qu'il devienne un meilleur athlète. Fait que j'aime faire des ratios, un peu comme Stéphane Cazot. Beaucoup là-dessus, là, je l'admire beaucoup. Mais tu sais, comme on va avoir le bench, on va avoir l'overhead press, etc. Fait qu'on va miser là-dessus, puis ces ratios-là vont faire en sorte qu'à long terme, l'athlète, il va pas se blesser. Ouais. Fait que tu rentres plus ça vers midget, là. C'est... Les barres, mettons, on appelle là, les 9 livres principaux, là. Ouais. Ça, tu rentres plus ça midget. Ouais, mais les jeunes Pee-Wee, ils vont avoir... Moi, ce que je fais, c'est que mes Pee-Wee relèvent. Ils ont un entraînement à semaine qui vont être cardio, souvent, le strongman, le système énergétique, la plio, l'introduction, tout ça de même. Après ça, Pee-Wee 3, c'est les deuxième année Pee-Wee, ils ont 2 entraînements à semaine. Fait qu'ils ont le même entraînement que le Pee-Wee, mais en plus de ça, ils ont une séance que c'est la musculation. Fait que c'est l'éducation, c'est quoi les séries? C'est quoi le tempo? C'est quoi 4-0-1, 4001? C'est quoi 4001, Seb? 4-0-1, tu sais. Le temps de repos pour eux. OK, il y a une horloge, il faut que je prenne mon temps de repos. Fait que moi, je les éduque parce que je sais quand ils vont monter bantam, mais moi, mes bantam, ils ont 2 entraînements en musculation, puis midget, ils ont 2 entraînements en musculation. Fait que je commence cette musculation avec mes Pee-Wee. Mais c'est rien, tu sais, ça peut être un med ball, bench press, tu sais. Le mouvement est le même, mais là, c'est pas les barres. Puis honnêtement, j'utilise même pas rarement les barres pendant la saison, même avec mes pros, parce que les prises en pronation pour les épaules au hockey, il y a tellement de blessures que beaucoup de prises nerd pendant la saison. Là. OK. Fait que in-season, c'était une de nos questions. In-season, comment tu gères ça un peu plus? Là, déjà là, tu dis tu devrais faire peut-être plus d'unilatéral, je pense. Ça va dépendre, parce que souvent, il y a des jeunes qui vont avoir des blessures, puis les blessures, souvent, on va dire fléchir des hanches, tout ça de même, tu fais du unilatéral, ça va encore chercher plus ça. Fait que souvent, ils vont pas le sentir quand ils ont des blessures aux adducteurs, tout ça de même, quand tu fais du bilatéral. Fait que ça va te dépendre de c'est quoi. Puis les jeunes, encore d'aujourd'hui, ont de plus en plus du Osgood-Schlatter, qui est rendu comme une maladie, qui appelle les médecins. Là. Ouais. C'est une maladie. Moi, j'ai eu ça. Moi aussi. Moi, j'ai eu ça. Mais ça, pourquoi on a de plus en plus ça? C'est juste parce que, malheureusement, la pliométrie, c'est ce qu'ils font de plus en plus. Puis la pliométrie, c'est un exercice qui est extrêmement avancé. C'est des contractions maximales qu'on demande, sauf que les coachs, souvent, ils sont dans un aréna, ils n'ont pas recours à des salles de musculation. Fait qu'est-ce qu'on fait? OK, 50 squat jump, 30 secondes de break. Tu sais, c'est comme militaire, mais souvent, c'est le ratio de repos avec les entraînements à pliométrie, c'est quasiment 1/5. Tu fais 6 sauts, tu apprends 10 secondes, il faut quasiment être à 1 minute de repos parce que c'est plus un entraînement système nerveux que musculaire, la pliométrie. Fait que souvent, la plio est super mal écrite dans les programmes pour les jeunes. Ils en font un volume beaucoup trop haut. Souvent, ils vont pas respecter les règles fondamentales de la pliométrie. Fait que c'est ça qu'il faut faire attention avec eux. Qu'est-ce que Marc t'as le plus appris? Si t'avais une affaire à dire
sais, c'est pas obligé d'être... Ça peut être long, là. Ben, c'est ça qu'on veut. Non, mais tu sais, c'est pas obligé d'être technique, tu sais, comment il m'a appris que ça peut être juste comme en tant qu'humain. Honnêtement, Marc m'a tout appris. C'est difficile à dire. C'est où qu'on est rendu, là, peu importe dans quel domaine, tu vas être capable d'être bon ou tu vas être à un sommet à cause que tu as un mentor. Puis trouver une personne ressource comme ça, c'est probablement la meilleure des choses qui m'est arrivée. Une personne que même si c'était à distance, j'avais déjà une relation avec lui depuis 5 ans avant que j'aille sa job qu'il m'a donné. Donc, de diriger son centre d'entraînement. Donc, maintenant, c'est une relation que j'ai plus d'une dizaine d'années avec lui. Donc, c'est une relation amitié, professionnelle, etc. Mais le mentor dans une progression en tant qu'un entraîneur, c'est probablement la meilleure des choses. Parce que des fois, quand tu es jeune, surtout dans les premières années, tu es perdu. Puis, tu as besoin de quelqu'un qui dit « Non, c'est bon ce que tu as fait. » Puis c'est quelqu'un qui va te dire « Gars, j'ai fait ça pendant 20 ans. Voici toutes mes erreurs. Fais-les pas. » Fait que c'est de génération en génération, on ne refait pas les mêmes erreurs que notre précédeur, qu'on appelle. Ouais. Celui qui est en avant de nous. Là. Je dirais ça. OK. Précédeur. Ouais. on va, sinon on l'invente. C'est un nouveau mot. C'est un nouveau mot. OK? Précédeur. Mais donc, la personne avant nous qui a toutes fait ces erreurs-là, nous, on part de son point à lui. Puis la première chose qu'il me dit quand j'ai commencé, il dit « Seb, mon première erreur que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des formations à l'extérieur de l'école quand j'avais 30 ans. » Fait qu'il me dit « Là, tu as 20 ans, commence 1 à 2 formations par année. » Fait que depuis que j'ai 20 ans, j'ai continué à faire 1 à 2 formations par année. J'essaie de lire un livre par mois, donc d'être up-to-date dans toutes les choses qui se passent. Mais je pense que ça a vraiment, mais vraiment aidé à être qui je suis aujourd'hui. Ça, c'est la première des choses qu'il m'a dit. Puis lui, ça l'a paru tout de suite quand il a commencé à faire ces formations-là parce que ses progressions au niveau de ses planifications d'entraînement, tout ça, a complètement changé. Puis c'est là que les équipes de la Ligue nationale ont commencé à appeler parce que là, les résultats que tu as avec tes clients, ils changent. Tu as 12 semaines avec un client, puis tu optimises ces 12 semaines-là pour qu'il y ait plus de résultats à cause de tes connaissances, tu es capable d'appliquer. Lui, ça marchera pas avec lui. C'est sûr que tu as plus de résultats. Fait que plus de résultats, mais à un moment donné, quelqu'un va cogner à la porte. Fait que je te dirais que c'est vraiment ça qui m'a appris, mais sinon, c'est vraiment, là, il m'a tout appris. Là. C'est avec lui que j'ai appris la pliométrie. Il a fait une maîtrise, lui, en pliométrie dans les années à Bishop. Les années 2000, je pense, si je ne me trompe pas. Mais c'est probablement un des premiers au Québec qui a fait une recherche sur la pliométrie puis qui a démontré que la pliométrie, c'est les joueurs de hockey, tu pouvais arriver de ligne bleue à ligne bleue d'environ une palette de plus que ton joueur. Fait que, tu sais, la pliométrie que la vitesse, ça a commencé de ça. Fait que ça m'a appris beaucoup de choses. T'sais. Fait que là, sa maîtrise plus ta maîtrise, vous gagnez 2 palettes de plus. 2 palettes de plus. Calix, ça commence à faire des palettes. Les gars, exact. C'est pour ça qu'il a choisi ce nom-là? Hein? Le nom... c'est une bonne question. Vous deux, non, c'est lui qui l'a choisi. Non, c'est lui qui a commencé. Écoute, sa compagnie, il a ça depuis 20 ans. Mais depuis 2011, c'est là qu'il a ouvert son centre. Avant ça, il se promenait de gym en gym. Il allait dans le West Island au Monster Gym, au Proform, ça arrive sud, à Châteauguay. Fait qu'il se promenait entre ces 2 gyms-là. Mais accélération, c'est venu, je pense, c'est devenu de lui. Mais il se fie beaucoup sur la formule que j'ai expliquée tantôt, force, masse fois accélération. La philosophie de base, c'est ça. Fait que lui, l'important, c'est l'accélération. C'est l'accélération sur la glace qui va te faire démarquer des autres. Ouais. Puis tu es allé à Tampa Bay, je pense, que de ce que j'ai compris tantôt. Tu es allé avec lui là-bas. Ben j'y vais à chaque année, je le rencontre toujours là-bas, puis c'est sûr que les premières années, c'était exceptionnel de voir tout comme qu'est-ce qu'eux ils vivent, puis tu sais... Les logiciels, les gadgets. Tout. Des fois, c'est juste plus de wow que finalement, tu réalises que ça vaut... C'est une bébelle de plus, là. Mais ouais, c'est vraiment impressionnant. Puis oui, à chaque année, j'essaie d'aller le voir aussi, mais sinon, on garde contact toujours. On se parle à toutes les semaines par téléphone. Fait que c'est pour ça que c'est le fun à savoir. Des fois, moi, je vais l'appeler par rapport à « Hey, t'as-tu essayé ça de même? » Lui, il va m'appeler par rapport à un entraînement d'avant-match. « OK, qu'est-ce que t'en penses? Son saut vertical, il n'a pas augmenté. Ça veut-tu dire que mon volume était trop élevé? » Fait qu'on s'entraide maintenant. Au début, c'était plus le contraire. Lui, il faisait juste m'aider parce que j'avais pas assez d'expérience. Ouais. Mais maintenant, c'est ça qui est le fun de voir que là, tranquillement... Tu peux vous challenger. Je peux amener un peu quelque chose. Tu sais. Moi, je voulais savoir, mettons, t'as amené... c'est toi qui as pris un peu sur ton aile, Pierre-Luc Dubois. Comment tu t'es senti un coup, mettons, qui s'est fait drafter puis qui a joué, mettons, sa première game NHL? Comment on se sent en tant que préparateur physique?
Je te dirais que lui, c'est quelque chose de différent. On en a à chaque année qui vont venir, on va dire, Hugo, tu viens avec moi, tu es un joueur incroyable, tu viens nous voir. Il est content. Ton année de draft, c'est cette année. Donc, tu commences à t'entraîner avec moi au mois de mai. On a un mois pour ton NHL Combine. Wow, tes tests vont super bien. Tu es vendu par rapport au programme que je te fais. Là, tu continues à t'entraîner avec moi. Tu te fais repêcher cette année-là. Ça arrive souvent. Puis c'est quand même le fun. On se connaît depuis quelques mois. Tu te fais repêcher. Wow, un jeune qui vient se faire repêcher. Sauf des jeunes comme lui, Pierre-Luc, on commence à en avoir plusieurs que là, ils font des choix de première ronde, des affaires comme ça, mais qu'on les voit depuis qu'ils ont 12, 13 ou 14 ans. Puis là, ça fait 6 ans qu'on les suit, 7 ans. Mais il y a comme un sentiment d'appartenance plus élevé à comme... Ça fait juste quelques mois qu'on serait rencontrés. Fait que le fait de voir ce jeune-là, et en 2014 qui est arrivé, l'été qui s'est fait repêcher par le Cap-Breton parce que je travaillais pour l'organisation. Fait qu'il lui faisait des programmes à distance la première été. Fait qu'il habitait à Rimouski, il venait faire son programme à Châteauguay. Il retournait à Rimouski 3 semaines et il revenait. Puis là, après ça, mais l'été d'après, à 15 ans déjà, il tournait 16 ans, il joue au Cap-Breton, puis il dit, moi, il se dit à son père, il dit, moi, je veux passer l'été à Châteauguay. Je veux m'entraîner avec Seb. Tu sais, t'es déjà loin de ta famille l'hiver, puis là, à 16 ans, il dit, moi, je veux rester là. OK, tu voyais déjà dans ses yeux la passion puis l'éthique de travail. Fait que c'est comme ça que lui, c'est sûr que son premier match à Ligue nationale, c'était un petit quelque chose de plus, tu sais, que quelqu'un qui serait juste quelques mois. Je suis aussi content des deux, mais c'est sûr que, OK, parce que on voit le jeune grandir. Les conversations ne sont pas les mêmes quand il y a 14 ans que quand maintenant il y a 21 ans. C'est ça, oui. C'est vraiment plus le fun. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, mais c'est sûr que le voir grandir comme ça en tant que personne, mais en tant que joueur de hockey, comme ça, le voir, OK, premier match de hockey, wow, 100e point l'année passée déjà, t'es comme, oh my God. Tu sais, 3e show overall. Ouais, puis c'était pas prévu qu'il sorte aussi tôt puis que ça. honnêtement, je pense que ça va peut-être jamais me réarriver en tant que préparateur physique d'entraîner un joueur depuis qu'il a 16 ans, puis finalement, il soit un top 3 NHL. Là, c'est sûrement mon seul dans ma vie. Là, sûrement, là. C'est tellement rare que maintenant, c'est plus spécial. Là. Tu dois être vraiment fier. Tu sais, juste comme tu disais tantôt, tu y inculquais des habitudes de vie, puis là, de voir qu'il y a créé. C'est ça. Mais on en a plusieurs maintenant, je pourrais t'en nommer. On a Antoine Morin, Nicolas Baudin. Nicolas Baudin, c'est un de mes premiers. En 2011, là, il était un jeune de 11 ans qui, finalement, il y a 2 ans, il est sorti première ronde Chicago. À 20 ans, il est dans la Ligue américaine. Lui aussi, c'est une question de temps avant que je joue dans la Ligue nationale. Mais ces joueurs-là, que ça fait longtemps qu'on côtoie, c'est probablement une relation qu'on a ensemble. Tu sais, c'est à l'extérieur du gym, c'est une relation de confiance. On va parler, ça va pas bien aujourd'hui, des choses comme ça. Un ami. Ouais. Puis quand c'est dans le gym, je suis préparateur physique, c'est l'athlète en tant que tel que j'entraîne. Fait que c'est sûr qu'eux, quand ils arrivent de quoi, c'est comme, je regarde les lendemains, OK, il a fait une bonne présence à la glace, un but, je suis comme, oh nice, good job, good job. Ça. Quand je fais un pool de hockey avec mes chums, là, hey boys, j'essaie de créer une réglementation. Je dis, les boys, ça, c'est eux que j'entraîne. Mais à un moment donné, au début, ils disaient, c'est correct. Mais à un moment donné, t'en as tellement, ils disaient, t'exagères. Fait que là, je suis plus Samuel Girard, mais j'ai Pierre-Luc encore. J'essaie de les prendre. Exact. C'est hâte. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que c'est vraiment ça doit être une chose de plus spéciale que les autres. Ouais. Puis tes évaluations, ça ressemble à quoi? Mettons, là, moi, j'arrive, puis je veux être meilleur à mon camp au mois d'août. C'est quoi tes tests que tu vas faire, mettons, saut vertical, un RM, ça ressemble à quoi? Ça va dépendre. De l'âge? Oui, parce que je ne ferai pas un RM, c'est 12 ans. Exact. Puis je ne ferai pas des tests de structural balance à un jeune de 12 ans. C'est sûr que le genou rentre par en dedans. Je veux dire, on est tous des joueurs de hockey. Ouais. Fait que les faiblesses musculaires, le VMO, les fessiers, ça va toujours être la même chose. On refait le même sport tout le temps. Mais c'est sûr que je fais quand même des tests avec les jeunes parce que c'est fun de voir la progression. Mais c'est sûr qu'on parle d'un athlète qui est entraîné. L'évaluation, on va faire un SFMA en physio. Parce que des fois, les physios, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont complètement un bagage qui est différent de nous. Puis c'est une chance qu'on les a, honnêtement, parce qu'on ne peut pas être bon dans tout. T'sais, fait qu'eux, ils vont faire un screening. Puis c'est un screening qui est spécifique pour nous. Donc, mobilité de la cheville à un squat. Est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut travailler dans les premières semaines avant qu'on arrive dans des exercices plus avancés? Eux, ils vont voir des hip shifts, des affaires comme ça que nous, des fois... Mais 10 livres de plus, on le voit pas, on les entraîne. Par rapport, nous, on va faire après ça une évaluation que un clat test, c'est de la boîte à terre, voir comment le genou réagit. Des choses comme ça vraiment basic. On va prendre le pourcentage de gras, on va prendre le saut vertical, le saut en longueur, le grip test, on va prendre l'indice de force réactive. Je vais prendre beaucoup de mesures neuromusculaires parce que pendant l'été, c'est des mesures grip test, saut vertical qui se prend 30 secondes à faire.
Puis ce que ça fait, c'est quand un athlète arrive à chaque 3 semaines, on change de programme d'entraînement. Si là, je le vois, il arrive un vendredi matin, il est poqué. On est supposé être dans du 3 RM, c'est pesant. Je le retourne-tu à la maison ou pas? Ou je change ça en programme d'entraînement? Mais là, je vais faire le grip test, le saut vertical. Puis j'essaie de voir toutes ces données-là. Comment tu sens ton mood sur 5, c'est comment? Ton poids, il est comment? Es-tu le même? OK, toutes ces données-là font en sorte qu'on est correct, on continue. Ou là, il y en a 5 sur 6 que tu es plus bas que d'habitude. OK, t'es pas en surentraînement, parce que je crois pas vraiment à ça, le surentraînement. Mais tu as peut-être trop de stress que là, tu gères présentement. Fait que, reviens demain. Fait que ces tests-là vont vraiment changer d'un athlète à l'autre. Je vais avoir des tests de chin-up où que je vais faire 12 chin-up. Après 12, j'ai pas besoin de rien de voir parce que là, je vais savoir dans ma première phase, est-ce qu'il faut que je fasse des chin-up en excentrique pour augmenter ça. Si tu es capable d'en faire 12, je vais commencer avec mes rep brackets normales du 4 à 6, 6 à 8, peu importe où qu'on commence. Je vais faire un RM souvent du bench. Mm-hmm. Ou sinon, si c'est un athlète que j'entraîne depuis longtemps, je vais essayer d'aller dans son été d'avant, sa périodisation que j'ai fait, voir ses levées à la fin de l'été, c'était quoi pour au début de l'année, pour voir les ratios sont comment. Mais je fais pas nécessairement un 3 RM au squat de même. Surtout, ils viennent de finir l'année, ils ont eu un mois de congé. Tu sais, les risques de blessures sont trop élevés. Fait qu'il y a beaucoup de sauts, des choses comme ça que je vais faire. Là, mais sinon, après ça, je m'ajuste en conséquence quand je vais commencer à les entraîner. Fait que les tests de mobilité, tu laisses ça au physio. Au physio, exactement. Je fais pas beaucoup de mobilité avec eux. On va le voir quand ils vont s'entraîner. Tu vas le voir tout en faisant un squat. Fait qu'après ça, en plus de ça, on offre des cours. Cet été, on avait un cours d'Eccentric, ça s'appelle. C'est un petit peu, il faut être très ouvert d'esprit. Le réchauffement, ça ressemble un peu à la méditation avec du tai chi. Puis après ça, ça rentre plus dans du yoga. Fait que c'est comme un mix de stretching avec du fascia. T'sais. Fait que les gars, c'était vraiment les hanches, ça a vraiment bien marché. Puis Canadien Montréal faisait ça. Puis on a entraîné Max Pacioretty. Puis il nous avait dit qu'il avait bien aimé ça. Fait qu'on l'a essayé. Fait qu'on essaie aussi d'assurer que les gars, ils gardent leur mobilité, mais c'est en s'entraînant qu'on garde la mobilité. Souvent, on va leur demander de faire des squats. C'est la meilleure manière de garder la mobilité dans les chevilles. Fait que c'est ça. On essaie de toujours, à chaque année, on ajoute quelque chose dans notre programme parce qu'on apprend à toutes les années quelque chose de différent. Faites-vous des tests de système énergétique? Oui, c'est vrai. Rarement, parce que je suis pas on n'est pas très cardio. Dans le sens qu'on va dire le fameux beep test d'Hockey Québec. Là. Ouais. Je me ferai pas des amis. Là, Vas-y. C'est pas mon préféré pour plusieurs raisons. Premièrement, on va dire, toi, tu fais le beep test, tu détestes ça. Fait qu'il n'y a aucune chance que tu te donnes à 100%. Fait qu'il n'y a aucune chance que je peux prédire ton VO2 max. Puis il n'y a aucune chance que peut-être toi, tu es un joueur de hockey, 3 chances sur 4, tu cours vraiment mal. Fait qu'en plus de ça, c'est ta technique nuit au fait que j'évalue ta VO2 max. Fait que pourquoi tu le fais pas sur la glace? Fait que premièrement, je fais pas ça parce que normalement, les joueurs de hockey, ils n'ont jamais de problème au niveau du cardio. Ils sont tout le temps capables de faire 8 paliers là-dessus. Puis le 8 paliers, c'est le minimum qu'on a besoin pour être capable de faire une présence sur la glace. Fait que ce que moi, je vais faire après ça, c'est que je vais commencer mes premières phases d'entraînement, mais là, je vais couper mes temps de repos. On va faire du 1 minute, 45 secondes. Fait que je vais augmenter la capacité de travail avec ça. Ça va être du cardio sans en faire. Et tu fais des split squats, 45 secondes de repos avec un autre exercice, à un moment donné, la patate, elle va pomper. Ouais. Puis souvent, on va des fois faire, dépendamment à combien de pourcentage tu rentres. Si t'es 21, j'ai pas le choix. Là, on commence du bodycom tout de suite. C'est du cas pourquoi. C'est vraiment... C'est pour ça que nos services, c'est vraiment difficile à expliquer parce que c'est tout du personnalisé. C'est ça. C'est tout du... Chaque programme va être différent. Même si la base ressemble. Puis quand... Vas-y. Fait que c'est ça, le cardio, honnêtement, on va faire des systèmes énergétiques, dépendamment de qui qu'on parle. Si c'est un Samuel Girard, un Pierre-Luc Dubois, on va en faire plus parce qu'il joue un chiffre sur 2. Si c'est quelqu'un qui monte d'un niveau de junior à NHL, on va se concentrer à être capable de faire un 30 secondes intense comme on aurait demandé à n'importe quel joueur de hockey. Fait que là, on va rester peut-être à 6 à 8 semaines dans l'été de 12 semaines. On va pratiquer on va entraîner les filières énergétiques pour un joueur de hockey. Mais après ça, on atteint un plateau. Puis c'est démontré. Fait que au-dessus de 8 semaines, après ça, les joueurs vont aller sur la glace. Je veux dire, pour nous, c'est comme... On peut pas développer plus ces filières-là. Ouais. Exemple, tu as une équipe de hockey qui vient te voir, puis ils veulent avoir des résultats sur leur cardio, exemple. Tu utiliserais-tu le beep test ou... Non, parce que j'essaie d'éduquer les entraîneurs de plus en plus. Puis dans notre structure, ça marche parce qu'ils sont au courant. C'est sûr que le beep test, la seule chose qui est le fun, c'est que c'est super facile à faire. Ça prend 10-12 minutes, tu les donner à tout le monde. Sauf encore là, c'est tellement pas précis, cette VO2 max-là, qu'après ça, tu fais quoi?
Puis les risques de blessure, moi, j'en ai tellement que les hamstrings puis des choses comme ça. C'est pour ça que mes joueurs de hockey, j'ai fait souvent courir avec un med-ball en avant. Parce qu'ils vont courir plus droit, sinon ils ont tendance de courir comme s'ils patinent. Fait que moi, on ne fait jamais courir les joueurs juste parce que les blessures au niveau du ischio-jambier sont trop à risque. Fait que, encore là, le beep test pour ta question, si les coachs me le demandent, je le fais parce que c'est l'entraîneur qui décide. Puis souvent, les coachs vont vouloir le faire parce qu'ils veulent voir la grit du gars. Fait qu'ils sont tout le temps, ils disent hey, Seb, je le sais, je suis d'accord avec toi, tu fais ton doctorat, je m'astinerai pas, là, tu connais plus de ça que moi, mais moi, je veux voir le petit gars, là, que lui, il déteste faire ce test-là. Il va-tu arrêter à 8 ou il va arrêter à 12 quand ses jambes vont lâcher? Fait que là, je peux comprendre pourquoi on fait ça aussi. Mais tu ferais-tu plus un test de VAM, exemple, de 7 minutes? Écoute, à Columbus, ils font le test 12 minutes, le plus de lap. Je veux dire, tous les coachs vont être différents, mais encore là, ils n'évaluent pas le cardio. Les tests-là, c'est pour les coachs pour voir la grit. Mental, puis, va voir à quel point tu vas te pousser. T'sais. Puis tous les gars, ils détestent ces tests-là. Fait que moi, je fais pas de test de cardio parce que j'ai jamais vu un joueur au niveau d'endurance ne pas en avoir assez pour jouer au hockey. Souvent, les jeunes, qui ont de la misère, c'est les filières pour répéter des présences à haute intensité, des courtes présences. Parce que les jeunes, une filière aérobie, sont super bonnes. Si tu demandes à un jeune de 12 ans de faire des sprints, là, ils sont pas bons. Ils sont pas habitués de faire ça. Fait que c'est ça qu'il faut que tu entraînes avec eux. Fait que tu pourrais faire un riot, plus des affaires là, comme ça, des tests physiques, que là, tu peux avoir une donnée par rapport à ça. Moi, ça m'intéresse plus en tant que préparateur physique, ça me parle plus que ces tests-là de même. Puis c'est ça qui est tough parce qu'aujourd'hui, tu as tellement de données. T'sais, moi, je fais mon doctorat, c'est le fun. Il y a plein d'équipes maintenant là, qui vont prendre des données. Là, les Canadiens de Montréal, ils vont prendre... c'est quoi qu'ils utilisent encore comme système? Catapult. C'est des sensors que tu mets chez les joueurs de hockey pour voir ça de même. Puis là, tu essaies de recréer dans la pratique qu'est-ce que tu fais dans le game de hockey. Puis là, à un moment donné, tu as des données. Tu arrives de même. Là, moi, je reste toutes ces données-là. Okay, je fais quoi, moi, dans le gym avec ça? C'est le fun pour la recherche. Là. Moi, je parle en tant qu'étudiant de doctorat. Ah, cool, je vais écrire un article là-dessus. Là, si je me mets du côté, OK, préparateur physique, j'ai toutes ces données-là parce que là, la science est rendue là, qui prédomine sur quasiment tout. Puis tout le monde est avec les gadgets. OK, c'est beau. Là. Tu me donnes ça. Je fais quoi avec tout ça? Il y a plus de chances que tous ces outils-là ont fait suer l'athlète, entre guillemets, parce que là, c'est comme un rat de laboratoire. Ils sont tannés de ça, tu sais. Qui va être utile pour moi. Fait que c'est pour ça que moi, mon doctorat, j'essaie d'être le plus pratico-pratique pour que quelqu'un qui veut répéter mes affaires, c'est facile à faire. C'est pas de gadget. Aussi, c'est ça, parce que l'affaire avec des gadgets, ça peut être super utile, mais c'est pas tout le monde qui peut. Mais comment tu appliques ça, après qui peut s'acheter. Exactement. Puis après ça, tu appliques ça comment? Après ça, il faut que ça soit utile pour celui qui va l'utiliser après. C'est juste des données de même, ça te fait des belles courbes, tu sais quoi après ça. Fait que, ouais. Comment tu travailles? Mettons, si tu disais... dans la même journée, on va travailler leur système énergétique. Comment tu vas faire du conditioning ou tu vas leur faire du sprint sur un treadmill? Comment tu travailles leur fleur énergétique? Nous, principalement, notre training split, comment il marche, c'est le lundi, ça va être, on va dire, le haut du corps. Tout ce qui est levé horizontaux. Fait qu'on va dire bench press, chin-up, ou des rows. Le mardi, ça va être axé sur le squat, donc les quads. Mercredi, ça va être une journée de récupération, donc active recovery, donc soit du yoga, du sauna, de la physiothérapie, tout ça. Le mercredi, ça va être vertical, donc upper body, mais comme des dips, des chin-ups, des choses comme ça. Donc plus bras-épaules. Puis le vendredi, ça va être axé sur la chaîne postérieure, comme deadlift, glute ham raise, tout ce qui est knee flexion, juste parce que c'est super important pour les joueurs de hockey parce qu'ils n'en font pas assez. Puis c'est de là que ça vient la vitesse. Par la suite, quand on arrive à milieu de l'été, il nous reste 6 à 8 semaines, on va rajouter nos conditioning sessions. Que là, on va les mettre les journées de jambes 4 à 6 heures plus tard. Okay? Pourquoi on fait ça? Comme je l'avais expliqué plus tôt, c'est juste parce que ça leur donne 3 journées complètes de congé. Fait que les gars sont plus libres l'été. C'est l'été, ils aiment ça, le golf, etc. Puis aussi, mais on entraîne les jambes 2 jours par semaine au lieu de 4. Fait que ça fait qu'on a plus de journées de récupération. Même si le training split du lundi au samedi pourrait très bien marcher aussi. Puis dans ces journées-là, mais on a un programme qui change à chaque 2 semaines pour aller chercher chaque filière énergétique, soit à lactique, capacité, lactate, blablabla. Fait qu'on va monter avec des systèmes énergétiques qui vont travailler 10 secondes avec les ratios par rapport à ça. Puis on va finir avec quelque chose qui va ressembler à une présence sur la glace. Puis après ça, les joueurs, mais qu'est-ce qu'ils vont faire les dernières semaines avec nous? Mais on enlève ça.
ils vont sur la glace parce que c'est leur sport. Fait qu'ils vont appliquer ce qu'on a essayé de leur meilleure utilisation du lactate, tout ça, sur glace. Donc, des sprints, on va utiliser des ratios d'autres choses sur glace qu'eux vont le faire. Ou sinon, on aime beaucoup d'utiliser le Kaiser Runner. C'est un appareil à pression. Atlantis en fait un aussi, mais c'est vraiment ça. C'est comme courir sur place, mais tu es incliné par en avant, fait que ça ressemble beaucoup plus à un coup de patin. Fait qu'on essaie le plus possible de se rapprocher du hockey, mais après ça, c'est à eux de faire ce gap-là entre les deux. OK. Super. D'autres questions, mon chum? Man, c'était solide. Si tu avais 2-3 trucs là, à donner à des jeunes qui nous écoutent là, puis qui veulent être le prochain Pierre-Luc Dubois, ça serait quoi tes 2 à 3 meilleurs trucs là, pour eux? Que ça soit in-gym ou alimentation? Honnêtement, jamais se comparer à personne parce qu'il n'y a personne qui va être pareil. Fait que ça, premièrement, on va arrêter de comparer à qui. Là. Même les jeunes détestent de comparer. Comme quand tu vois ils se font repêcher et dis moi, je suis pas lui, moi, je suis moi. Fait que déjà là, on se compare pas. C'est sûr que c'est le fun des fois quand on se fait comparer à ces jeunes-là parce que c'est comme un idole pour eux. Mais première des choses que je dirais aux jeunes, c'est joue le plus de sport possible. C'est redondant, c'est cheesy. Là. On s'entend peut-être que je donne de quoi que, oh wow, tu sais, donne-moi quelque chose, mais c'est ça. Tous mes joueurs qui sont dans la Ligue nationale, c'est tous des joueurs qui étaient bons parce qu'ils ont joué au soccer, ils ont joué au football, ils ont joué au tennis, puis ils sont bons dans tous les sports. Fait que jusqu'à 14 ans, je joue au plus de sport possible. Autre chose que je dirais, c'est la passion. T'sais, si tu aimes ça, mais donne le plus d'heures possible dans ton sport, puis ça va paraître à long terme. Mais souvent, les jeunes, c'est que souvent, ils sont poussés soit par les parents, sont poussés soit parce que leur frère y jouait. Fait qu'ils sont rentrés dans ce créneau-là de jouer au niveau parce que son frère est là. Mais des fois, il n'a pas plus de motivation que ça, pas la même chose que son frère. Fait que de faire vraiment ce que tu as le goût de faire. Parce que là, ça va paraître. Puis la passion, c'est n'importe quoi dans la vie de tous les jours. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu te démarqueras pas des autres. Tu sais, vous autres faites un podcast parce que votre passion, c'est ça. Mais le monde, j'espère qu'ils savent à quel point qu'il y a des heures en arrière de ça, là, le montage, etc. Donc, c'est la passion. Fait que je pense que la passion aussi est super importante. Fait que jouer plusieurs sports, avoir la passion pour jouer au hockey, avoir du fun, c'est encore là cheesy. Mais tous les gars que je vois ça, c'est vrai. Donc, c'est le plaisir jusqu'à temps que tu arrives au niveau. Quand tu arrives junior, puis là, tu as le plaisir de jouer parce que tu aimes ça, puis tu as l'éthique de travail, c'est ça qui va te rendre plus loin. C'est vraiment ces choses-là, c'est le plus essentiel. Le reste, après ça, c'est le talent, c'est la génétique, c'est tout le reste qui va faire que le timing parfait. Tu tombes dans une bonne organisation à un bon moment. Des fois, tu as le contrat aussi. Il y a un nombre de contrats par année qu'ils peuvent donner. Fait que des fois, il y en a un qui va pas pouvoir se faire signer juste à cause d'une situation contractuelle avec un autre. Fait que des jeunes, des fois, sont meilleurs qu'un autre qui sont dans cette organisation-là, mais ils ne peuvent pas se faire signer à cause des affaires comme ça. Fait que le timing est tellement important dans ce sport-là aussi que c'est des choses qu'on ne contrôle pas. C'est le retour à la base, puis that's it. C'est ça. C'est vraiment, là, c'est passion, aie du plaisir, joue d'autres sports quand tu arrives à un niveau plus haut, mais faut que tu ailles faim. Faut que tu en veuilles plus que les autres parce qu'il faut toujours que tu dises qu'il y en a un qui est en arrière de toi, qui va pousser, qui va essayer de te dépasser. Puis c'est pour ça que la Ligue nationale aujourd'hui, les joueurs sont de plus en plus jeunes, les carrières sont de plus en plus courtes. Parce que des jeunes, ça devient de plus en plus jeunes, de plus en plus rapides, sont de plus en plus en forme. Sharp. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour toi, Sébastien Lagrange? Qu'on peut le souhaiter? La santé? La santé. Les projets? Ouais. Écoute, toujours des projets. Toujours des projets. C'est sûr que là, présentement, le plus important, c'est de finir le doctorat. Puis qu'il y a des publications scientifiques. Puis là, après ça, on ferme ce chapitre-là. On s'éloigne de l'école. Après 10 ans d'université, c'est bien en masse. Pas de postdoc? Oh non! Au revoir! Adios! Puis après ça, c'est sûr que l'expansion de la compagnie Accélération, c'est quelque chose d'autre. Peut-être un livre un jour, on ne le sait pas. Une équipe professionnelle, ça a commencé déjà à cogner aux portes, mais on va regarder. Mais les projets, c'est sûr que j'en ai plusieurs. Comme vous autres, vous en avez plusieurs. Ouais. Puis c'est ça qui fait qu'on continue. Parce que si t'as pas de projet, quand tu te lèves le matin, ben, ça vaut plate. pas la peine de se lever et aller faire ce qu'on fait aujourd'hui. Exact. Yes. Où est-ce qu'on peut te suivre? On peut me suivre. Écoute, je suis beaucoup sur Instagram. C'est probablement la seule chose que je fais. J'essaie de mettre un post à chaque jour si je suis capable. Ça prend beaucoup de temps. Puis j'essaie le plus possible. Puis après ça, mais là, ça s'enchaîne sur le Twitter puis sur le Facebook. Mais principalement, je suis axé sur l'Instagram. Puis c'est quoi ton nom? B_Barn. Excellent. Barn pour mon nom de famille, Lagrange, pour ceux qui ne savent pas. Excellent. Yes. Gros merci. Avec plaisir. Yes, merci de m'avoir accueilli.